Mesdames et messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue à Sciences Po. Je suis Nicolas Péjou, je dirige Sciences Po Executive Education. Je vous remercie d'avoir pris du temps dans vos agendas qui sont bien chargés. Je vous remercie aussi d'avoir bravé un temps très estival. En général, on dit que vous bravez la pluie, mais là, d'un coup, l'été arrive, donc c'est déjà une forme de réenchantement. Finalement, on disait à l'instant qu'on avait peut-être été très précurseur pour cette conférence, puisque on sent que la politique, pour certains en tout cas, est en train d'être réenchantée. Alors on va voir si en 2 heures, avec nos panélistes et avec vous, on arrive à réenchanter l'entreprise. Et je vais tout de suite d'ailleurs vous remercier, vous trois, d'avoir accepté de relever ce challenge en 2 heures, à la fois pour vous qui êtes ici à Sciences Po et à celles et ceux qui nous suivent en live stream. D'abord Stéphane Hugon, sociologue, qui est fondateur de la société d'études Eranos. Merci beaucoup Stéphane d'être ici. Marina Bianconi, qui est directrice marque employeur et développement RH du Club Méditerranée. Merci Marina. Et enfin Alain Dufossé, qui est directeur général de Breakthrough Innovation Group chez Pernod Ricard. Merci infiniment à tous les trois d'être ici. Je vais faire une très brève introduction pour vous dire que en fait, cette conférence illustre assez bien ce que l'on fait à Sciences Po pour au moins 3 raisons et qui tournent autour de cette notion d'enchantement, de réenchantement de l'entreprise. La première, c'est que au-delà des contenus de formation, au-delà des programmes, des formats, des intervenants, finalement, on cherche une chose à Sciences Po, on cherche à donner du sens à ce que vous, cadres et dirigeants, faites et surtout ce que vous souhaitez faire pour l'après. L'après pouvant être le jour d'après, la semaine d'après, dans 1 an, dans 3 ans, dans 6 ans. Mais on cherche à donner du sens à ce que vous faites et à vous donner à réfléchir à ce que vous faites et à la façon dont vous le faites, seul, avec votre équipe, dans votre entreprise, dans votre organisation. Donc ça, c'est la première raison qui nous rassemble ici aujourd'hui. La deuxième raison, c'est qu'on cherche aussi à donner envie, autrement dit, à donner envie à s'engager dans quelque chose à quoi on croit, à quoi on a envie de faire croire. Donc donner envie non seulement de se former chaque jour pour être sûr d'être toujours adapté à une société qui va de plus en plus vite. Et enfin, la troisième raison, c'est finalement de vous donner tous les moyens de remplir votre mission. Je dis bien mission, au-delà de votre activité professionnelle, au-delà de la performance que vous cherchez pour vous-même, pour vos équipes, qu'elle soit économique, financière, sociale ou environnementale. Chacune et chacun d'entre vous a une part de mission à réaliser. Vous ne la connaissez peut-être pas. J'espère qu'au bout de 2 heures, au moins aujourd'hui, vous en percevrez peut-être quelques centimètres. Mais finalement, c'est pour vous aider à vous engager que l'on cherche à Sciences Po à réfléchir à des programmes de formation qui sont les plus adaptés. Et pour cela, on applique 3 principes très simples. Le premier, c'est qu'on attache autant d'importance aux questions qu'aux réponses. Et d'ailleurs, cette conférence n'est pas, comme Sciences Po, n'est pas un magasin de bricolage. Nous ne sommes pas là pour proposer des outils tout faits, prêts à penser, prétendument universels. Pour ça, il y a votre iPhone, Internet, rempli de boîtes à outils. Vous n'auriez pas à venir à Sciences Po si vous cherchez des boîtes à outils. En revanche, si vous cherchez une boîte à questions, pour vous poser les meilleures questions avec tout ce que Sciences Po peut vous apporter pour que vous-même vous trouviez les bonnes réponses, qui ne sont pas forcément celles de votre voisine ou de votre voisin, vous êtes au bon endroit. Deuxième principe, la diversité. Elle se reflète chez vous, dans ce public, elle se reflète à cette table, et elle se reflète aussi dans la façon dont on conçoit les programmes de formation, j'allais dire de transformation, puisque l'idée c'est de vous accompagner dans les transformations que vous vivez ou que vous avez envie de mettre en place. Et le troisième principe, et cette table ronde illustre également, c'est d'équilibrer académiques et praticiens, universitaires, enseignants, chercheurs et professionnels du monde de l'entreprise, de l'administration, des sociétés civiles. Et donc cet équilibre nous permet, dans tous nos programmes, d'avoir une coloration qui permet aussi de vous réenchanter, vous, personnellement, à travers ce que Sciences Po peut vous apporter. Voilà, donc on est très heureux de vous accueillir à Sciences Po, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous suivent à distance. Il est encore temps, je regarde la caméra, il est encore temps de vous dépêcher si vous êtes à Paris ou en région parisienne. Pour ceux qui sont plus loin, j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir à Sciences Po. Je vous souhaite une très bonne conférence, je vous remercie d'avoir pris du temps pour être ici, et j'espère vous revoir très bientôt dans un de nos programmes de formation, dans un de nos événements. Vous serez les bienvenus. À très bientôt et je vous souhaite une journée forcément enchantée grâce à nos 3 intervenants de ce matin. Bonne journée à toutes et tous. Merci Nicolas, merci infiniment de votre accueil. Merci à tous d'être là. Je suis content de
de pouvoir partager ces moments avec vous. Vous avez vu cette lumière magnifique que nous avions ce matin. Donc la promesse est déjà accomplie, que ce sera déjà une très bonne journée. Je suis très sensible à ce que vient de dire Nicolas, puisque cet assemblage à la fois des bonnes questions, d'une diversité de questions et d'une dimension opérationnelle, je crois que c'est ce qui fait à la fois la force de cette belle maison. Et je crois aussi que c'est ce que la période, l'époque sociale, économique, politique nous impose. Si on veut être, je dirais, des bons contemporains de notre temps, nous avons intérêt à ouvrir les yeux et les oreilles. Je crois que ça, c'est important. Et à retrouver ce qui a fait quand même si je puis dire, une sensibilité à la française, c'est d'être des bons généralistes. C'est-à-dire de retrouver ce qui a fait et disons la qualité de cette belle maison, mais aussi d'autres, c'est de trouver une transversalité et de retrouver des relations de sens, des relations économiques, des relations sociales, entre des choses qu'on avait conçues de manière séparée, si je puis dire. Donc voilà, donc je remercie Marina et Alain d'avoir bien voulu participer à cette discussion. Je sais que là aussi, plus que nous encore, vous avez les agendas qui sont terribles. Donc merci d'avoir trouvé ce moment de sérénité ce matin pour venir discuter avec nous de ce thème de l'enchantement. Je vais me permettre, moi, de faire en quelques minutes, un petit quart d'heure, une mise en perspective, un espèce de panorama, ou en tout cas de poser quelques jalons pour essayer de faciliter par après une discussion que je vais proposer à mes amis et bien évidemment avec vous si vous le désirez. Alors, donc, le thème de ce matin, c'est de parler de l'enchantement, du réenchantement dans l'entreprise. Je voudrais partir d'un point de départ. Nous avons tous désormais la certitude qu'il se passe quelque chose de dense, de fort, dans les 10-12 dernières années et peut-être dans les années qui viennent. Le point de départ, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui la certitude que tout ce qui a été à peu près, tout ce qui est inscrit dans une sorte de linéarité depuis 2 siècles est en train de se transformer profondément. Alors on nous a beaucoup parlé de la crise de civilisation, on nous a beaucoup parlé du changement de paradigme, on nous a beaucoup parlé de toutes sortes d'influences qui allaient venir transformer nos manières de travailler, nos manières de consommer, nos manières de vivre tout simplement. Je crois qu'aujourd'hui nous avons à la fois la chance et l'embarras de devoir et le comprendre et d'agir avec ça, de prendre des décisions. C'est la raison pour laquelle je serai attentif à la manière dont, et chez Big, dans le groupe Pernod Ricard, et chez Club Med, qui pour des raisons complètement différentes doivent non seulement accompagner, mais ouvrir des voies à ce que sera le travailler ensemble et le vivre ensemble et le consommer ensemble dans les prochaines années, et comment avec ce qui fait la singularité de leur imaginaire de marque, comment ils vont le mettre en œuvre. Je crois que ce qui est important, c'est que effectivement, les sociologues disent parfois que nous vivons un phénomène d'accélération de l'histoire. Accélération de l'histoire, ça veut dire que peut-être qu'au tournant du millénaire, alors ça tombe bien, c'est tombé sur l'effet en 2000, nous aurions eu plus de transformations en une dizaine d'années qu'on en avait eu depuis l'après-guerre. Et en plus, ces transformations touchent précisément le cœur même de ce qui a fait, on pourrait dire, l'âme occidentale. Et ce qui a fait nos modèles managériaux, nos modèles marketing et nos structures et nos outils d'interprétation du monde. Donc on est dans cette période trouble, hein, c'est ça mon point. On est dans cette période trouble, à la fois un peu interlope, passionnante, fascinante, on a peur aussi, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Donc en fait, on est dans cette période-là. Souvenez-vous, pour bien comprendre ça, que ça n'est qu'à posteriori, en Europe, au moment de la Renaissance, d'abord italienne, puis européenne, ça n'est qu'à posteriori donc qu'on a parlé de Renaissance, et qu'à l'époque on parlait de crise. Et que cette période de Renaissance, dont nous serions peut-être dans un de ces moments-là, de manière très différente, vous bien évidemment, peut-être qu'il faut le voir comme ça, c'est-à-dire que les critères que nous avons établis pour comprendre ce que c'est que la vie dans l'entreprise, ce que c'est que le travail,
sont en train de se transformer profondément. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on parle de décadentisme, on parle d'apocalypse. Souvenez-vous que le mot apocalypse signifie à la fois catastrophe, mais aussi révélation. On est peut-être dans ce moment un peu... Il y a une duplicité de ce moment historique qui va nous amener à revoir la manière dont les entreprises accompagnent les collaborateurs et accompagnent les consommateurs. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Il y a un trouble. Il y a le passage d'un grand paradigme à un autre. On peut dire que sur le fond, il y a saturation d'un modèle et émergence d'un autre. Et ça se fait comme ça, un peu dans la douleur. Ce passage se fait dans la douleur et nous avons en charge de mettre en œuvre, d'abord de le comprendre, de l'anticiper et de mettre en œuvre le monde qui vient. Je crois que, finalement, ça me vient de mon métier, mais mon métier qui est une espèce de passerelle entre la recherche et la partie très opérationnelle. Chez Eranos, on utilise un terme, c'est le design relationnel. Le design relationnel, qu'est-ce que c'est ? C'est l'architecture, c'est la configuration des échanges des personnes les unes avec les autres et avec les institutions, avec les marques. L'architecture des échanges, les modèles économiques, les modèles sociaux, les modèles collaboratifs. Donc en fait, le design relationnel, c'est une manière de comprendre que ce qui fait crise, ce n'est pas tant les gens individuellement qui ont changé, mais c'est la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Et c'est l'histoire qui rend possible les échanges entre les collaborateurs et leurs encadrants, entre les consommateurs et leurs marques, entre les citoyens et leurs élus, entre les étudiants et leurs profs. Cette configuration relationnelle s'est profondément transformée, de manière très rapide. C'est ça qui est surprenant. Et bien évidemment, le digital a été la caisse de résonance de cette transformation profonde, d'abord anthropologique, relationnelle, puis économique, puis technologique, etc., etc. Alors, si je caricature, on a eu ce changement du design relationnel qui a permis le passage d'une certaine architecture, une certaine culture managériale, une certaine culture de la distribution, un certain rapport au territoire, et qui aujourd'hui, par le biais du digital, mais pas seulement, je prendrai le digital comme culture et non pas comme outil. Le digital, c'est une manière de faire confiance à l'autre. C'est une manière d'interpeller quelqu'un d'autre. C'est une manière de travailler sur ce qui est dedans, ce qui est dehors, ce qui est chez moi, ce qui est chez l'autre. Souvenez-vous que tout ce qui a fait le propre de ce que j'ai appelé l'âme occidentale tout à l'heure pourrait pratiquement être écrit ou relu dans le Code civil. Dans le Code civil, vous avez l'idée de propriété, vous avez l'idée de filiation, vous avez le rapport à ce qui est public et ce qui est privé, vous avez en petit écrit ce qui est dans notre contrat de travail, vous avez en petit entre les lignes ce qui est dans notre culture marketing. Quand le digital est arrivé, il a déconstruit l'ensemble de ce qui était dans le Code civil. Qu'est-ce que la valeur ? Qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce qu'un territoire ? Qu'est-ce que la propriété ? Etc., etc. Rien que le thème de la subordination, l'idée de se soumettre à une autorité, rien que qu'on voit dans le contrat de travail, qu'on voit dans bon nombre d'histoires qui font l'âme occidentale, ce modèle-là a complètement implosé avec le web social. Donc, si je caricature, on a eu un premier moment qui était relativement stable et qui s'est déconstruit et reconstruit sous la forme d'un autre moment, d'une autre forme, d'un autre design relationnel. Je crois que la modernité européenne, qui peu ou prou a influencé notre culture managériale, notre culture business au sens large du terme, c'était un moment historique où, finalement, par le travail, par la consommation et par un certain nombre d'autres scènes sociales, l'homme se distingue et accède à un certain sentiment d'accomplissement. Voilà. Et je crois qu'on a poussé très loin l'idée de la libération, l'idée de l'autonomie, l'idée de faire de soi, si je puis dire, une œuvre d'art. Voilà. Il y a toute une culture managériale qui prône auprès des collaborateurs l'idée que dans l'effort, ils vont s'accomplir. Il y a toute une culture dans le marketing qui fait que par l'acte consommatoire, on se distingue et on s'accomplit. Je caricature, mais sur le fond, on n'est pas très loin de ça. Et je crois que c'est cette histoire-là qui ne tient plus. Je crois qu'avoir voulu, disons, se libérer... Vous savez, toutes les valeurs d'après-guerre, c'était autonomie, libération, émancipation. Ne pas subir. Et derrière ça, il y a toute une culture populaire, une culture du héros, par exemple. On le voit dans les séries télé, on le voit dans la culture hollywoodienne.
Finalement, c'est une culture du mal alpha dominant, une culture de la prédation, une culture surtout de l'individualisme qui a été poussé très fort jusqu'à la fin du XXe siècle. Et derrière ça, on a une culture managériale qui consiste à recruter, évaluer et former individuellement nos collaborateurs. Et derrière ça, on a un marketing qui pousse très loin la question de l'individualisation de l'offre. Et si vous regardez ces deux aspects-là, ce sont deux aspects qui sont totalement inversés en très peu de temps par le digital. La question de l'affluence, la question de la recommandation, la question de l'imitation, la question du tribalisme, tout ce qu'il y a autour du social dans la technologie qui aujourd'hui est évidemment massif, je dirais presque ad nauseam, est quelque chose qui a, sur le fond, signé la fin d'un modèle d'analyse des comportements du collaborateur comme du consommateur, comme du citoyen, pour lequel l'idée d'individu accompli n'existe plus en dehors d'une relation à l'autre. Donc le premier modèle, la modernité occidentale, avait considéré que l'individu s'accomplissait par le fait de ne pas subir et de se construire individuellement. Je crois que ce modèle est caduc. Je crois que le moment narcissique de notre société est derrière nous. Je crois que nous sommes dans un moment d'une configuration sociale, politique et consommatoire qui est celle de l'oubli de soi dans la relation à l'autre. D'où cette espèce de fascination du partage, d'où cette fascination de la ritualisation de la consommation, d'où ces valeurs fortes et qui ne sont pas que des suppléments d'âme, mais qui sont des valeurs extrêmement puissantes et qui sont l'idée de partager une expérience, que ce soit une expérience de travail ou une expérience qu'on va dire consommatoire, ou l'idée de retrouver ce thème de la convivialité, qui est d'ailleurs le claim du groupe Pernod Ricard. Donc sur le fond, le consommateur individuel ne nous intéresse plus, le collaborateur individuel nous intéresse plus. Ce qui est important, c'est le lien. Je crois que si ces valeurs... j'ai dit que la période qui s'épuise aujourd'hui était caractérisée par les notions d'autonomie, d'émancipation et de libération. Étymologiquement, l'autonomie, vous le savez, autonomos, ma propre loi. Et à la place, on a une espèce d'hétéronomie, c'est-à-dire le contexte, l'influence, la tribu, le territoire, l'ambiance, etc. Le mood, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais... Et ça, c'est très difficile à analyser pour nous autres occidentaux, mais on le remarque quand on va en Asie, en fait, où on s'aperçoit que la force du lien, l'hospitalité, la convivialité, j'ai dit... vous savez, à Séoul, il y a une dizaine de manières de rendre la monnaie, par exemple. C'est vrai que les marchés occidentaux étaient peu attentifs à toute la dimension relationnelle, et on semble le découvrir justement dans et à travers toute la culture du digital. Sur le fond, je pense que ce qui est en train d'advenir, c'est peut-être ça le réenchantement par rapport à... Parce que pourquoi on parle de désenchantement d'abord ? Et vous savez, c'est Max Weber le premier qui en a parlé, puisque à force de se libérer, à force de s'émanciper, à force de s'arracher à nos conditions initiales, rupture par rapport à la nature, rupture par rapport à la foule, rupture par rapport à la mer, rupture politique. À force de se détacher, on fait une expérience qui est insurmontable et pour le collaborateur et pour le citoyen, c'est l'ennui. Et l'autre jour, notre nouveau président, vous avez vu, a repris ce terme de bovarisme dans un de ses échanges avec des journalistes. Je crois qu'il a vu juste ce qui tenaille complètement l'âme occidentale de la fin du XXe siècle, c'est l'ennui. Souvenez-vous, Madame Bovary est une femme qui est très belle, mais elle s'ennuie. Et elle va aller rechercher la littérature pour réenchanter son quotidien, pour augmenter son quotidien. Je crois qu'aujourd'hui, un collaborateur qui n'est pas enchanté par une histoire forte dans laquelle il trouve sa place, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Le sens du travail, c'est l'idée de trouver sa place dans un collectif. Donc du partage et une histoire. Quand on a rationalisé complètement le monde du travail, quand on a rationalisé la consommation, d'une certaine manière, on a cassé la machine auquel nous croyions. Et on a asséché un peu toute l'histoire très belle qui a été celle qui a porté pratiquement les publics pendant 200 ans. Vous savez, dans le texte de Max Weber, quand il parle du désenchantement, la vraie traduction, c'est la démagification. C'est peut-être plus juste de parler de démagification et remagification. Voilà, ça fait 15 minutes qu'on a commencé, on a déjà changé le titre. Ça va pas du tout. En
tout cas, c'est ça. Je crois qu'il y a une nouvelle magie qui est à l'œuvre. Il y a une espèce de métaphysique collective, alors à la fois dans les peurs et dans les joies, et je crois qu'on l'a vécu ces dernières semaines, qui fait que les jeunes collaborateurs, les jeunes consommateurs ne comprenaient plus qu'était l'histoire qui était livrée par ceux qui avaient autorité pour le dire. Regardez comment le digital a directement chahuté ceux qui avaient le pouvoir de dire, les porteurs de mythes, les journalistes, les médecins, les élus et les profs. Je l'ai vu à l'époque. Tous ceux qui avaient le pouvoir de dire se sont fait systématiquement challenger par une autre forme de vérité, pour le meilleur et pour le pire, par une autre capacité de parole. Vous savez, ce qui est génial avec Internet, c'est que tout le monde a la parole. Mais ce qui est terrible sur Internet, c'est que tout le monde a la parole. Et du coup, on a une crise du récit collectif. Et je pense que, sur le fond, on a été... j'ai parlé de la Renaissance tout à l'heure. Je crois que ce qu'il y a de commun, peut-être, dans notre période, la période que nous vivons avec la Renaissance, et ça, je le tiens de mon vieux maître et ami Maffezoli, c'est que sur le fond, à la Renaissance, à un moment donné, les élites ne comprenaient plus le monde dans lequel ils étaient. Et que les discours qui étaient produits, d'une certaine manière, ils étaient là, on ne s'y opposait pas, mais ils n'étaient plus très efficaces. Et que sur le fond, lors de la Renaissance, ce sont les marchands qui comprenaient mieux le monde dans lequel ils vivaient. Et que finalement, il y a une histoire qui a été produite par les grandes familles, les Médicis et autres, qui avaient compris qu'étaient finalement les meilleurs contemporains de leur temps. Je crois que peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position qui serait un peu analogue. On a une crise de l'institution. Vous avez vu une abstention massive. C'est-à-dire que l'histoire que nous proposons à nos collaborateurs, à nos citoyens, à nos consommateurs, elle est un peu chahutée. En tout cas, l'histoire classique est chahutée. Il incombe donc une nouvelle, une fonction presque éthique aux marques aujourd'hui, aux entreprises, puisqu'elles ont en capacité de raconter une histoire et aux collaborateurs et aux consommateurs, une histoire qui leur donne un rôle, qui leur donne une place, une histoire qui soit accessible, une histoire qui suscite un engagement, une histoire qui donne de la place à tous ces publics-là. Je crois qu'il y a une manière d'interpréter comme ça, sur un plan presque étymologique, le mot management. C'est que le management, avant d'être un mot à consonance anglaise, c'était la même étymologie en français qui a donné le manège. Le management, ce serait d'une certaine manière tourner en rond. Mais il y a une autre étymologie possible du management, c'est l'idée de ménager. Ménager un espace possible, ménager un espace vivable. Trouver, donner, offrir à différents publics, à tout l'écosystème de l'entreprise, un espace vivable, un rôle et une histoire dans lesquels ils se reconnaissent. Une histoire co-construite avec eux. Et donc je crois que là où la dimension, entre guillemets, émancipatoire et l'autonomie de l'individu, cette dimension très politique et très rationnelle qui était issue des Lumières, a, malgré elle, bien évidemment, un peu asséché finalement l'histoire qui devait emporter les jeunes publics de l'entreprise. Aujourd'hui, on a le sentiment que le vent tourne et que c'est probablement, sur le fond, aux entreprises, aux marques employeurs, marques commerciales, à mettre en œuvre, sur la base d'un imaginaire qui est ceux des publics qui sont les publics de l'entreprise d'aujourd'hui, de mettre en récit, de donner une place et d'accompagner véritablement les publics pour qu'ils trouvent leur place naturellement dans ces expériences collectives. Alors, je vais arriver à ma conclusion parce que je mets là des petits cailloux qui pourront, je l'espère, susciter des rebonds et peut-être des contestations. En tout cas, l'idée que, si je résume un peu mon propos, nous avions un imaginaire, disons, de la modernité occidentale qui était finalement très rationaliste et fondé sur l'émancipation de l'individu. Et toute l'histoire du travail et l'histoire de la consommation, c'était une histoire par laquelle je me détachais du collectif. Cette histoire bascule. Et aujourd'hui, pour diverses raisons, on a des publics qui, au contraire, recherchent une histoire collective, tout simplement parce que celle qu'on leur servait depuis longtemps n'est plus recevable. Et je ne dis pas que
c'est une bonne chose, hein, pour le meilleur et pour le pire, la belle histoire de l'âme occidentale devient peu recevable par les publics d'aujourd'hui. En revanche, il y a un déplacement de cette appétence, de ce désir social, vers d'autres formes, on le voit dans la culture populaire par exemple, sur lequel l'idée de participer à quelque chose, tout ce qu'on voit dans les Fab Labs, l'éthique hackers, la dimension de l'agilité, la dimension, on pourrait dire, un peu de l'artisan, qui s'oppose à une forme de taylorisation du geste dans l'entreprise, retrouver le travailler ensemble et retrouver le consommer ensemble, sont des choses qu'on voit dans toutes les économies, y compris celles qui ne sont pas explicitement collaboratives, mais qui font de toute entreprise une marque qui a pour vocation de proposer une histoire qui accompagne ses collaborateurs, qui accompagne ses publics. Et je finirai par ça. Vous savez, pendant longtemps, les marques commerciales savaient mieux que vous ce que vous deviez faire. Et sur le fond, les prises de parole des différentes marques, ça a pendant très longtemps été une sorte de harcèlement du bien. Je sais mieux que toi ce qui sera bon pour toi. Et ça, c'est très infantilisant, ça. Vous savez, à un moment donné, il y a quelques années, sur Internet, tournait beaucoup une phrase, c'était ne dites plus « faites pour eux », mais « faites avec eux ». Et tout ce qui a émergé autour de ces modèles collaboratifs, tout ce qui est émergé autour de ces cultures managériales, lean management, intrapreneuriat, disons, tout ce qui est entreprise libérée, etc., c'est l'idée de retrouver cette fameuse horizontalité qui permet de rétablir des relations entre les personnes, de retrouver du lien, du design relationnel, et sur le fond, de donner une nouvelle posture aux marques qui ne sont plus celles qui ont la science infuse, si je puis dire, mais qui ont une posture d'humilité. On parle beaucoup de conversation. Je dirais que les marques sont dans une posture un peu d'accompagnateur, de curateur d'expérience. La marque est une curateur d'expérience du travailler ensemble. Elle doit garantir une expérience qui a du sens. Et la marque est curateur d'une expérience du consommer ensemble, puisqu'elle doit garantir une territorialité, une histoire qui fait que les personnes vont trouver un sentiment d'accomplissement les uns avec les autres, garanti par une marque qui doit garder éthique et humilité. Bon, ça fait beaucoup tout ça. C'est un peu ambitieux. Je ne sais pas si c'est l'heure, 9h03. Je me dis peut-être qu'on va parler de ce genre de choses. Donc voilà à peu près moi ce qui m'est venu un peu dans les discussions qu'on a eues avec Monica et Alain. Je crois que sur le fond, nous avons la chance et l'embarras de devoir mettre en œuvre par nos entreprises une relation nouvelle avec tous les publics de l'entreprise, tout l'écosystème de l'entreprise. Cette relation, elle doit être expérientielle, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire ritualisée, si je reprends mon vocabulaire de sociologue, et elle doit donner de la place à une histoire collectivement construite. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais vous proposer, chers amis, je ne sais pas si c'est possible de rebondir sur des choses, mais j'ai quelques... Si vous voulez, je peux commencer par une... Parce que moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans vos marques respectives, quand même. Donc voilà, je vais peut-être vous laisser réagir et éventuellement, j'aurai des éléments de rebond à vous proposer. Très bien. Bonjour à tous. Enchantée d'être là ce matin et enchantée à plusieurs titres. Déjà, je pourrais dire à mon père que je suis allée à Sciences Po, finalement. Et quand on nous a proposé à Club Med de participer, le thème nous a beaucoup forcément interpellés, puisque l'enchantement fait partie de notre métier, à plusieurs titres. Au titre de notre core business, on travaille dans l'hôtellerie, et l'enchantement de nos clients est quelque chose de clé dans notre partie produit, mais aussi de par notre histoire et de par notre façon de voir les choses depuis 67 ans maintenant, puisque le Club Med, pour ceux qui connaissent moins, est né d'une idée justement du bonheur de vivre ensemble après-guerre. Donc c'était aussi intéressant quand vous refaisiez le lien sur les besoins de liberté, d'autonomie, de l'après-guerre, puisque c'est exactement dans ce contexte-là que le Club Med s'est créé à l'époque, avec une loi 1901 à l'époque, une association, puisqu'il n'y avait pas du tout de vocation à but lucratif. Pourquoi c'est important ? Parce que dans notre entreprise, on a gardé quelques points de cet ADN.
ADN, dans notre culture qui s'est forgée. Alors bien sûr, on n'est plus une association depuis longtemps et on a des objectifs clairement business à la fin de l'année. Assumés, bien sûr, assumés, mais qui ont mis longtemps notre entreprise à être assumée, justement, de par notre histoire, puisque notre fonction première était de faire plaisir aux gens, de donner du bonheur, et surtout dans cette période d'après-guerre. Donc c'est très, 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 toujours ancré chez nous, et c'est toujours notre mission, puisque aujourd'hui, notre promesse client, elle reste dans le domaine, et notre mission, c'est de réinventer le bonheur tous les jours. C'est assez ambitieux quand même, quand on donne cette ambition à nos commerciaux, à nos équipes, mais en même temps, c'est très porteur de sens. Quand on dit à nos équipes le matin, ton job, c'est de faire plaisir, de prendre plaisir à faire plaisir, de rendre les gens heureux, et ça donne tout de suite une autre dimension. Et ça, cette entreprise, du coup, ça fait 67 ans qu'elle vit avec cette notion-là. Et du coup, cette notion encore plus importante, je pense, que peut-être dans d'autres industries. Alors, je n'en connais pas beaucoup d'autres, ça fait très longtemps que je vis maintenant au Club Med. Mais clairement, c'est le fait que depuis maintenant très très longtemps, on sait très bien qu'on ne peut pas enchanter les autres si on n'est pas soi-même enchanté. Cette notion d'authenticité, de transparence, que vous n'avez pas trop parlé, mais on en voit, c'est quelque chose aussi qui est très demandé aujourd'hui au niveau des marques. Effectivement, on n'attend plus que les marques nous disent ce qu'on doit faire, mais surtout, on ne va pas attendre d'elles qu'elles nous disent comment elles sont, on le vérifie par nous-mêmes. Donc cette notion d'authenticité, de transparence est clé aujourd'hui, que ce soit dans la marque commerciale ou la marque employeur. Et effectivement, on a cette notion que d'enchanter nos équipes est quelque chose de clé depuis toujours. On a un motto en interne, un principe de management qui n'a jamais été écrit de cette façon-là, mais qui est écrit par nos équipes, qui est très très simple, qui peut paraître trivial de nos jours, puisque beaucoup d'entreprises reprennent ce type de principe, mais qui il y a 50 ans n'était pas forcément évident. C'est dire simplement, rendez vos équipes heureuses, elles rendront nos clients heureux. Chez nous, ça s'appelle Happy GOs make Happy GM. Les GO étant nos équipes, les GM étant nos clients. Et c'est un principe fort et fondamental, puisqu'effectivement, pour enchanter, faut-il être enchanté. Donc, par rapport, alors du coup, je vais essayer d'être un peu plus, mais beaucoup de choses m'interpellent dans votre introduction, puisqu'effectivement, on vit un changement de paradigme, on vit beaucoup de choses qui s'accélèrent, et en même temps, quand on s'est posé, donc on a un peu travaillé nous avec nos équipes par rapport à la problématique de base, faut-il réenchanter l'entreprise avec mes collaborateurs, avec des équipiers, et en se disant, mais est-ce que nous, on a été désenchantés, réenchantés, cette notion-là qui nous a beaucoup perturbés. Et finalement, on se disait que notre sujet était un peu différent. Alors peut-être parce qu'on a une autre histoire. C'était pas forcément le réenchantement qu'on allait chercher, mais enchanter différemment. C'était surtout ça notre point. C'est que on a, par cette marque forte, par cette peut-être la date de création de l'entreprise, encore une fois, l'après-guerre, cet esprit de liberté, on offrait quelque chose de différent. Il n'y avait pas ces notions, et quand vous parlez avec des gens qui ont travaillé au Club Med il y a à ses débuts, cette notion de travail, cette notion de vie privée, vie professionnelle était complètement absurde, puisque je n'allais pas travailler, c'était ma passion. Donc il n'y avait pas ces notions de quand est-ce que je travaille, est-ce que je peux être heureux ou travail, je suis heureux tout court, je suis enchanté tout court, je n'ai pas un moment où je le suis moins parce que je travaille, et je suis aliéné au travail, puisque je peux en faire mon plaisir. C'était peut-être notre caractéristique, peut-être pas vrai dans tous les métiers partout, mais c'était quand même la vraie force de notre entreprise il y a très longtemps. Effectivement, les choses ont changé. Cette notion effectivement de travail, de cette notion de est-ce que je peux vraiment être heureux au travail, et finalement quand on s'est posé la question avec nos équipes, c'était un petit peu ce qui est sorti. Avant même de parler d'enchantement, est-ce que déjà on peut mettre sur la table, est-ce qu'on a le droit de penser, est-ce que les gens concrètement peuvent penser aujourd'hui qu'on a le droit et qu'on peut être heureux au travail? Et c'est vraiment une question pour nous assez centrale, puisque ce qu'on peut entendre, est-ce qu'on a de temps en temps l'impression qu'il y a des courants différents, disant non, il y a le travail, et puis après il y a la vie où on est heureux. Et c'est pas forcément cette façon que l'on voit les choses au Club Med, en disant que finalement c'est un tout. Et on essaye en tout cas de pouvoir aller dans ce sens-là sur raconter une histoire personnelle, globale,
et collective, et j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur le collectif, puisque peut-être on pourra débattre plus tard, mais je pense que là où on peut être légitime, en tout cas, et on continue à travailler sur ce sujet-là, c'est l'autre pilier, puisqu'au Club Med, on réinvente le bonheur, mais surtout ce qu'on va offrir à nos clients et à nos salariés, c'est bien plus qu'un produit, c'est une expérience. Et l'expérience, le pilier de cette expérience, c'est l'être ensemble et le vivre ensemble. Et je pense qu'on développe vraiment une expertise sur ce sujet-là, et qui est peut-être aujourd'hui encore plus important et qui prend une importance de plus en plus grande dans notre société. Est-ce que... alors, il y a quelque chose de paradoxal quand on parle de l'expérience collective. Vous l'avez dit, on a d'abord notre culture judéo-chrétienne qui est là et qui pose le travail, c'est ce que vous avez dit, qui pose le travail comme une expérience de renoncement, finalement. Puisqu'il y a ça, y compris dans l'étymologie du travail, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour s'amuser. C'est-à-dire que le travail est avant tout une expérience de sacrifice de soi, le sacerdoce. Et c'est intéressant de demander, en termes d'indicateurs dans une culture managériale, de demander à différentes générations quand est-ce que tu sais que tu as bien travaillé. Et les gens de ma génération diraient c'est quand on a fait un effort, quand on a mouillé sa chemise. Et à des jeunes générations ou dans certaines entreprises, quand on dit quand est-ce que tu sais que tu as bien travaillé, c'est d'autres marqueurs du travail qui émergent. Et ça, c'est aussi un indice je dirais presque du réenchantement, en fait. C'est vrai que le Club Med, moi à l'époque, je m'étais beaucoup intéressé au Club Med. À l'époque, il y a quelques années, j'ai eu un moment où je me suis beaucoup intéressé au Club Med. Et justement, dans cette période que vous avez évoquée, c'est-à-dire le moment réactif où on va, après-guerre, réapprendre le collectif, réapprendre le corps, réapprendre un rapport beaucoup plus apaisé avec l'environnement, avec l'ouverture, avec la liberté, etc. Et ça va dessiner quand même le modèle qui, me semble-t-il, fonctionne encore de manière différente, mais qui est quand même un modèle réactif. C'est parce que les générations qui ont connu la guerre, la rareté, etc., dans tous les secteurs, toute la deuxième moitié du XXe siècle a un modèle d'analyse de comportement du consommateur qui, sur le fond, peu ou prou, est influencé par la question de la rareté qui a eu lieu pendant la guerre. Ça marche dans l'énergie, ça marche dans plein de secteurs. Sauf que maintenant, sur un plan générationnel, on voit arriver des gens qui n'ont pas du tout eu cette transmission de la douleur, de la rareté, etc. Du coup, c'est un autre imaginaire qui se met en place. Et c'est une autre expérience du collectif. Et alors, c'est peut-être une question que j'ai envie de poser à Alain, c'est-à-dire Marina a parlé d'expérience de l'être ensemble, de l'expérience du collectif, le vivre ensemble. J'ai dit tout à l'heure que chez Pernod Ricard, le claim du groupe, c'est créateur de convivialité, en français en plus. Donc chez Pernod Ricard, qu'est-ce que c'est la survaleur ? Enfin, c'est quoi le produit ? C'est quoi l'expérience ? Bonjour. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Je pense que c'est très lié à l'origine du groupe parce que, bon, d'abord, je ne pourrais pas parler pour Pernod Ricard comme pour le Club Med d'une seule marque en fait. Pernod Ricard, c'est un groupe et en fait, nos marques en fait sont beaucoup plus importantes que le groupe puisque aujourd'hui, Pernod Ricard ne se résume pas à Pernod et Ricard. C'est toute l'origine du groupe, mais nous avons des marques qui sont présentes, je dirais, mondialement, qui viennent bien souvent en dehors de France. Et donc, la marque employeur Pernod Ricard, c'est une marque qui, je dirais, parle beaucoup, on va dire, aux Français. Ne parle pas beaucoup, je dirais, aux étrangers. Donc ça, c'est notre premier problème. Et c'est vrai que ce qui se substitue à la marque employeur, c'est plutôt la culture. Et donc l'origine je dirais, de la signature du groupe créateur de convivialité, elle remonte en fait à un homme qui était Paul Ricard,
dont la devise était, qu'il répétait à l'envi à tous ses collaborateurs, c'est « Faites-vous un ami par jour ». Et je crois que effectivement, c'est ce qui a imprimé une grande partie de la culture de l'entreprise, qui est extrêmement, je dirais, ancrée, à savoir une sorte de vénération du lien social. Et c'est vrai qu'il faut voir où Pernod Ricard a commencé, dans les cafés, qui à l'époque n'étaient peut-être pas aussi stigmatisés qu'aujourd'hui, et créaient bien un lien social dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Et ce lien social qui aujourd'hui disparaît, parce qu'il en ferme tous les jours, ça crée un vide. Et il est évident que la convivialité, c'est une valeur, je dirais, assez universelle, historique. On voit bien qu'aujourd'hui, le monde qui nous entoure en est parfois un peu sevré. Et cette notion de convivialité, du plaisir de partager ensemble autour d'un repas ou autour d'un verre, c'est quelque chose qui réunit en fait les gens et qui les enchante, à l'époque pouvaient les enchanter, je dirais, dans leur vie de tous les jours. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je pense que les modes de vie ont changé, heureusement pour certains. Mais ce besoin de lien, de convivialité, il existe toujours. Et donc, c'est ce qui imprime beaucoup le groupe. C'est ce qui nous fait dire aujourd'hui qu'en fait, on n'est pas, je dirais, uniquement dans je dirais, des produits spiritueux ou vins. En fait, on est dans un métier qui est celui de la convivialité, et que ce métier, il est beaucoup plus enchanteur que d'expliquer finalement à nos collaborateurs, nous sommes producteurs de vins et de spiritueux, parce que ça laisse entrevoir une mission un peu différente, qui n'a rien de messianique, mais qui est effectivement comment je peux, avec modération, apporter, je dirais, aux gens des moments d'échange, de partage, qui créent ce lien social qui manque aujourd'hui. Alors moi je voudrais juste réagir sur quelques passages de ton introduction. Je pense que on est assez d'accord pour dire que oui, on est probablement à la veille d'une renaissance, que la période trouble que nous traversons, elle est liée en fait à une sorte de réinvention et de transformation en fait de tout ce qui nous entoure, y compris de l'entreprise, et que le fameux principe de Schumpeter qui était jusqu'alors théorique, on le retrouve dans notre vie en fait de tous les instants, c'est-à-dire que ça nous touche très personnellement, ça touche aussi notre environnement professionnel, ça touche, je pense, la sphère publique. Et je dirais, la notion de réalité augmentée, je la trouve assez savoureuse, parce que le fait que nous nous enthousiasmons pour la réalité augmentée prouve à quel point nous sommes éloignés de la réalité, en fait. Parce que s'il faut l'augmenter, c'est donc la réalité telle qu'elle est n'est pas satisfaisante. Donc je trouve que c'est assez symptomatique de notre vie aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la mindfulness en anglais, cette espèce de conscience du présent et je dirais de la vie, en fait on l'a perdu. Alors c'est vrai que c'est probablement un parallèle un peu facile parce que l'actualité nous aide, mais moi ce qui m'a frappé dans la personne de notre nouveau président, c'est qu'en fait il correspond exactement à la définition de l'enchanteur donnée par Guy Kawasaki, qui est un Américain qui est très connu dans la Silicon Valley, donc ce n'est pas pour abuser des références de la Silicon Valley, mais qui a dit en fait, l'enchanteur, il a un certain nombre de qualités. La première, c'est un acteur, un magicien, un conteur. Deuxièmement, il a une autorité, il sait de quoi il parle. Troisièmement, il est généreux et empathique. Quatrièmement, il a de l'imagination. Et cinquièmement,
il est dans l'engagement, c'est-à-dire une relation humaine directe. Et je pense que ça, pour moi, j'ai trouvé son livre très intéressant. Je crois que c'est assez, sont aussi des caractéristiques qu'on pourrait aisément, je dirais, trouver dans un entrepreneur, chez un artisan, chez un musicien. En fait, c'est pour moi la caractéristique de gens qui, à un moment donné, ont une forme de, je dirais, de vision, qui sont capables de se projeter dans l'avenir et pas de regarder derrière eux. Et c'est vrai que dans l'entreprise, la grande difficulté, c'est que celui qui enchante, ça n'est pas le gestionnaire. L'entreprise a besoin, c'est un mal nécessaire, de process, de règles, peut-être plus aujourd'hui, mais malgré tout c'est quand même le cas, de hiérarchie. Mais tout ça, ce n'est pas ce qui enchante en fait les collaborateurs. Moi je crois que ce qui enchante un groupe, que ce soit une équipe de rugby, de foot, un pays, une entreprise, c'est la vision en fait. C'est être capable de donner un sens en fait et de donner une direction, même si elle est très large. Mais c'est vraiment ça, c'est cette capacité à je dirais, raconter une histoire et la faire croire aux gens. Donc il y a évidemment derrière ça peut-être un risque de manipulation, mais l'enchanteur qui peut être éventuellement un leader, c'est quelqu'un qui a vraiment une histoire à raconter, qui est capable de se projeter et de donner aux gens une vision qui donne un sens commun à leur aventure. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus difficile au quotidien, parce qu'on peut le faire de temps en temps, mais c'est difficile d'enchanter tous les jours, en fait. Alors, il y a deux mots que je note là dans ce que tu dis qui me semble très fort, et c'est le mot aventure et le mot sens. Effectivement, beaucoup de gens, beaucoup de collaborateurs et de consommateurs ont souvent, quand on leur pose la question, critiqué le sens qui était proposé par la marque employeur ou par la marque commerciale. Faut pas oublier que le mot sens, il y a une ambiguïté dans l'interprétation du mot sens, parce que le sens, c'est comme tu l'as dit, c'est à la fois une direction, donc c'est la causa finalis, comme on dit, c'est-à-dire c'est l'objectif final. Mais le sens, c'est aussi la dimension sensitive, c'est-à-dire c'est l'expérience en soi. Donc c'est plus la causa finalis, c'est la causa efficience, c'est-à-dire c'est l'expérience en soi ici et maintenant. Et ça, c'est très intéressant de voir sur un plan managérial. Moi, je l'ai beaucoup vu dans le bancaire. Il se trouve que je travaille beaucoup dans le domaine du luxe et dans le domaine du bancaire. Et dans le domaine du bancaire, les banques, c'est en général des gens sérieux. Et dans le bancaire, on a vu arriver des DRH qui étaient surpris par les jeunes entrants dans l'entreprise de voir qu'ils faisaient un glissement du mot sens, très justement. C'est-à-dire que finalement, pour eux, c'était plus tellement la direction, c'est-à-dire ce vers quoi nous allons, qui leur importait. Mais ce qui était important, c'est l'expérience même quotidienne du travail. L'ambiance du travail, l'environnement de travail, l'équipe, le ici maintenant. Comme s'ils allaient rapatrier dans l'expérience immédiate des choses que toute notre culture judéo-chrétienne nous a appris à projeter dans l'après. Et regardez comment le mot carrière a disparu en l'espace d'une génération. Vous parlez de carrière à un jeune entrant dans une entreprise, il vous regarde avec des yeux comme ça. Il ne sait même pas ce qu'il fera dans 2 ans. Alors que, il y a la même ambiguïté autour du mot expérience. Et c'est pour ça que je voudrais revenir à la notion d'expérience dans vos 2 entreprises. Quand on me dit, moi, quelle est ton expérience professionnelle, je pense à une durée. Je pense, ok, je vais dérouler mon CV. Mon expérience professionnelle, c'est mes études, mes différents jobs, etc. Et c'est ça l'expérience pour les gens de ma génération. Pour eux, parce que là, je pense qu'il y a une dimension un peu intergénérationnelle qui joue. Pour eux, l'expérience, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on fait et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ce soir. Et regardez comment l'impact de tout ça, c'est tous les modes projet, la scansion des projets d'entreprise, qui devient illisible aujourd'hui parce que très justement, on est face à une génération qui s'essouffle rapidement, qui a perdu la projection dans l'après et qui, comme tu l'as dit, va être sensible à
à ce qui se passe dans l'instant, à ce réenchantement qui est une manière de vivre de manière scandée, de manière plus rapide, ce que tu as appelé l'aventure. Et là encore, l'étymologie est intéressante. L'aventure, c'est ce qui fait advenir les choses. Se mettre en état d'aventure, c'est provoquer les choses qui vous arrivent. C'est ça l'aventure. Je pense que sur le fond, les jeunes générations se projettent moins, sont plus dans l'expérience ici et maintenant, et arrivent mal à gérer dans le long terme et à avoir ce sens, au sens de direction, et rapatrient plutôt le sens au temps d'expérience. C'est pour ça que moi, j'aimerais vous poser la question à tous les deux. Comment chez vous, dans vos entreprises, comment se passe l'idée de l'expérience collaborative? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que travailler au Club Med? Qu'est-ce que c'est que de travailler chez Big? Parce qu'en fait, vous avez la chance de diriger tous les deux des entreprises qui sont désirables et qui sont la trace aussi d'une nouvelle culture managériale qu'on ne voit pas dans les métiers classiques. Et qui, en plus, sont soumis à des environnements internationaux très vifs. Enfin, je veux dire, vous êtes au premier plan du business mondial. Donc, comment se passe chez vous qu'est-ce que c'est que travailler chez Big et qu'est-ce que c'est que travailler chez Club Med? Marina. Alors, déjà, je voudrais juste revenir, oui, effectivement, cette notion de l'immédiateté et aussi du grand sens. Je pense que, en tout cas, ce qu'on constate, il y a un petit peu, la vérité est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce besoin, et j'aime beaucoup le mot d'aventure, il y a quand même besoin d'un peu de se projeter un minima, peut-être dans des délais beaucoup plus courts, c'est-à-dire pas ce que l'entreprise va devenir à 5 ans, à 10 ans, mais d'avoir quand même cette notion un peu d'aventure excitante. L'effet un peu start-up aussi, de se dire il nous faut des jalons, il faut quelque chose qui va changer, et peut-être pas personnellement, effectivement, cette notion de carrière, et je reviendrai dessus, chez nous, a bouleversé beaucoup de choses par rapport à notre marque employeur, parce que c'était notre promesse, et je vais revenir là-dessus, donc on doit changer certains points là-dessus, mais en tout cas, au niveau du collectif, où on va ensemble, reste quand même quelque chose d'important. Par contre, il doit être beaucoup plus concret, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus palpable, pour que je puisse me projeter. Donc, il y a vraiment, je ne pense pas que c'est complètement disparu, puisqu'on nous demande quand même ce sens. Et puis, des nouveaux sens sont aussi apparus. On va parler d'éthique de l'entreprise, de responsabilité sociale, des questions avant on ne nous posait pas en entreprise. C'est ce que vous faites, vous, pour votre environnement. C'est pas des questions en termes, dans les premiers entretiens de recrutement que nos candidats ne nous posaient pas. Ils nous les posent aujourd'hui. Donc, il y a une quête de sens là, c'est une génération, enfin, surtout les générations qui arrivent, et c'est vrai qu'au club, on a beaucoup de notre population qui est une nouvelle génération. On a toujours ce paradoxe. On a ce paradoxe, effectivement, de l'immédiateté, je veux tout de suite, là, maintenant, mais aussi de quête de grand sens encore bien plus grand que leurs aînés. De même qu'on a l'autre paradoxe, je ne vais pas m'étendre, mais c'est parce que c'est des sujets tellement passionnants, mais aussi de ce besoin de collectivité, mais ce besoin d'isolement et de solitude aussi très très fort. Je m'enferme aussi avec mes outils. Donc c'est toute cette gestion du paradoxe qui est assez intéressante. Et donc, ce qu'on vit au Club Med, et par rapport à notre promesse, je vais prendre 2-3 exemples. C'est vrai que dans nos paradoxes, qui changent effectivement, c'est que là où on enchantait hier, eh ben on n'enchante plus du tout aujourd'hui, puisque les attentes ont changé. On était capable, il y a encore quelques années, il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans, il y a 10 ans, de dire rejoignez-nous, vous allez voyager. Vous allez découvrir le monde, vous allez voyager. Sauf qu'aujourd'hui, voyager, ça s'est démocratisé. Je peux acheter un billet low cost pour pas très cher, faire le tour du monde. Dans les nouvelles générations, qui n'a pas prévu de faire son tour du monde, ça fait partie de la ligne de CV obligatoire. Donc, c'est plus forcément ça que je vais pouvoir offrir. Puis la deuxième force du club, c'était on offrait on parlait de ça dans les entreprises, l'ascenseur social. L'ascenseur social, vous allez rentrer au bas de la pyramide, et puis on va vous faire grimper tous les échelons pour arriver en haut de cette belle pyramide. Et c'est vrai que le modèle Club Med était très fort, il est toujours, puisque c'est notre modèle aujourd'hui au Club Med. 100% de nos chefs de village, donc de nos directeurs de village, sont issus de notre promotion interne. Et puis du coup, c'était vraiment notre pivot de communication et puisque c'était notre réalité. Et ça l'est toujours. Quand je vous dis on est en plein changement de ce sujet-là, puisqu'il suffisait de projeter une carrière, de montrer, de dire voilà, en 10 ans, voilà où tu vas commencer, voilà, tu vas devenir chef de village, avec tout ce que ce poste peut, dans l'imaginaire, rayonner, et voilà, carrière. Et tu vas rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans au Club Med.
Donc ça marchait bien et ça a été pendant longtemps parce que c'était les attentes, les aspirations de nos jeunes collaborateurs. Et puis on n'a pas vu, et en toute transparence, on n'a pas vu le truc venir. C'est que ça prend plus puisque nos équipes, nos candidats, ils sont pas forcément à la recherche de carrière aujourd'hui. Ils veulent des expériences réussies. Et c'est vraiment le switch que nous on est en train, en toute humilité, puisque on n'a pas encore la réponse à tout. On s'est pris un petit peu ça dans la tête il y a pas très longtemps. À dire, nous, on continue à projeter, effectivement, de dire, tu vas devenir une carrière, 10 ans, etc. Alors, déjà, on s'est pris dans la tête de, 10 ans, c'est de la science-fiction, non, c'est qu'est-ce que je fais dans 6 mois, dans 1 an, donc tout s'est raccourci. Une expérience est beaucoup plus courte. Et quand on commence à dire à des collaborateurs qui travaillent dans nos villages, donc eux, c'est qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois, qu'est-ce que je vais faire dans 1 an. Mais de même que dans le collaborateur qui vivent dans un département marketing, dans notre siège social. On avait des plans de carrière à 3 ans, et là, on a fait, non, mais moi, toi, dans 3 ans, je serai parti, je ferai autre chose. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Donc, tout s'est raccourci, tout va beaucoup plus vite, il faut donner de la visibilité. Et alors, c'est là où on est un petit peu perdu, parce qu'on dit, vous voulez plus faire carrière, on vous donne de la visibilité, mais ils n'attendent pas la même. Ils ont très bien compris, ok, l'échelon 1, l'échelon 2, je vais monter, etc. Mais je veux travailler, moi, en network, en réseau, comment je vais déployer et développer des compétences qui n'étaient pas dans mon cœur de compétences quand je suis arrivée dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous allez m'apporter? Quel win-win on va faire? Quelle collaboration? Quelle aventure? Et j'aime vraiment ce mot-là. On va vivre ensemble. C'est vraiment ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Donc, c'est ce qui nous bouleverse un petit peu dans ces schémas-là. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre... ce que vivent les collaborateurs du club, et pas seulement ceux qui sont dans les villages, mais l'ensemble. Qu'est-ce qui fait que c'est différent par rapport à d'autres marques employeurs aujourd'hui? Parce que finalement, la génération se transforme, le métier lui-même se structure. Qu'est-ce qui fait encore l'identité finalement de la marque employeur? Alors, je ne veux pas piquer les sujets de mon ami, mais clairement, pour nous, et ça va être notre différence. Tout ce qui se fait sur la partie, on va dire, professionnelle, bon, on fait plus ou moins tous les mêmes choses dans les entreprises. On a des plans de formation, les plans de carrière. On n'est pas différenciant. C'est vraiment sur l'expérience personnelle. La convivialité, l'être ensemble, cette façon de... Ce que vous disiez, pour nous, le travail et l'amusement. Peut-on avoir du fun et s'amuser en travaillant? C'est ce qu'on assume, de pouvoir le faire, d'avoir une expérience humaine, où on va rencontrer des personnes de son network professionnel et on ne va pas partager que des ambitions ou des discussions à une finalité de productivité, à une finalité de travail, mais juste à une finalité de partage, d'apprendre de l'autre. Donc cette dimension humaine est fondamentale chez nous et on souhaite la cultiver. Et ça, c'est quelque chose de notre très, très fortement ancré et de notre direction. Et on retourne c'est un temps qu'on prend et que notre management nous demande de prendre. Là, on prépare, on retourne dans 1 mois. Chaque année, depuis maintenant 3 ans, tous les membres du comité de direction font le tour de tous les villages, de tous les bureaux du Club Med pour passer du temps avec les équipes. Leur raconter notre stratégie, leurs points, mais aussi les écouter. Parce que le digital, pour nous, a eu des révolutions et nous permet de faire plein de remontées, de feedback, etc. Mais on ne voulait pas perdre ce lien humain, de passer du temps ensemble. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui découvrent ce modèle, c'est-à-dire que l'idée que la direction doit être au plus proche de l'opérationnel pour écouter, pour sentir les choses, et surtout pour vivre une expérience collective. C'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui se passe au club depuis très longtemps. Alain, pour faire un peu le pendant de ce que vient de dire Marina, est-ce que chez toi, dans tes équipes, alors moi j'ai eu le plaisir de te rendre visite 1 fois ou 2, donc j'ai vu que c'est quand même, d'abord ça ressemble absolument pas à une entreprise telle que, l'image cliché de l'entreprise, c'est pas du tout ça, il y a vraiment quelque chose il y a une espèce de magie quand même. Alors, je vais peut-être pour l'audience donner un peu de contexte parce que sinon ils vont être un peu perdus, ils vont confondre en fait mon équipe avec le reste du groupe et c'est vrai qu'on est assez différents mais en même temps assez semblables. Donc je voudrais juste pour revenir en fait un peu sur contextualiser, dire que Pernod Ricard en fait c'est un groupe qui à la base est extrêmement décentralisé et que l'idée la façon dont le groupe s'est développé en fait ça relève de la division cellulaire. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai expliqué en
quoi ça consiste. En fait, il y a une très très forte culture du groupe en France. Et le groupe qui s'est créé en 1975 est vraiment issu de 2 entreprises très françaises qui ont fait le constat qu'elles devaient s'allier pour se développer, en fait. Et donc le groupe a eu très tôt une envie de s'implanter à l'étranger. Et pour s'implanter à l'étranger, en fait, il a fait les choses de façon très simple. Il a pris des gens en qui il avait confiance et qui étaient imprégnés de la culture et il les a envoyés un peu partout, en fait. Donc quand je dis un peu partout, c'est vraiment un peu partout. Donc avec leurs valises, ils ont débarqué en Asie, un peu partout. Et leur rôle, c'était d'implanter non pas le groupe, mais la culture du groupe dans un pays et de polliniser une équipe, en fait. Donc, et c'est vraiment comme ça que les filiales du groupe se sont construites. Donc le réseau de distribution du groupe dans un premier temps, et puis un peu plus tard, on est passé à un mode plus classique d'acquisition parce que Pernod Ricard a connu dans les années 2000 en fait une croissance pendant 10 ans, une croissance, je dirais, externe très très forte, qui l'a fait passer du rang de numéro 6 à quasiment numéro 1 ex aequo avec un de nos concurrents. Voilà, donc, mais tout était basé sur les hommes, en fait. Et donc ça a eu des vertus. Ça a aujourd'hui un inconvénient, c'est qu'effectivement, toute une génération, je dirais, dont je fais partie, qui a connu en fait les 20 glorieuses du groupe, qui est aujourd'hui quelque part aux commandes d'un certain nombre enfin, la plupart des filiales, avec cette culture très forte, mais ils ont le défaut d'être français et aussi, je dirais, d'être d'une génération qui n'est pas la plus récente. Donc, donc ce modèle a eu des vertus très fortes, il se perpétue aujourd'hui, et ce que je trouve formidable, c'est qu'on arrive à le transmettre à des gens qui n'ont pas du tout notre culture. Et ça, c'est la grande force du groupe, et je pense que le groupe investit énormément dans l'expérience humaine, c'est-à-dire que on est probablement un des seuls groupes je tairai le chiffre, mais à investir un montant significatif dans une espèce de grande fête, grande messe qui a lieu tous les ans pour à peu près 1000 collaborateurs du groupe qui sont les collaborateurs clés sur l'île des Ambiers qui appartient à la famille Ricard et où pendant quasiment 5 jours on travaille, mais surtout on passe beaucoup de temps ensemble et aussi on fait la fête. Et cette espèce de communion un peu, je dirais, à la fois sérieuse et pas sérieuse, c'est un des moments très forts. Et le côté aspirationnel de pouvoir y aller, d'en faire partie, c'est un des éléments qui se transmet en fait de génération en génération. Et il y a cette culture, il y a cette envie, et il y a ce rêve en fait qui existe. Bon. Ça, c'est pour Pernod Ricard. Donc, la structure dont je m'occupe, en fait, elle est née en 2012 de rien. Donc, on l'a construite, je dirais, progressivement. Elle a pour mission, en fait, d'inventer le futur du groupe. Donc, en fait, c'est une structure qui est effectivement un peu atypique, hein, c'est-à-dire qu'elle est totalement hiérarchique. C'est une organisation plate, pour ne pas dire inexistante. Et en fait, elle est constituée de gens qui sont un mix, je dirais, d'entrepreneurs, de gens plutôt orientés sur l'humain, en fait, et les sciences sociales. Et surtout, c'est une structure collaborative puisque, je dirais, elle a été conçue pour ne surtout pas intégrer d'experts, mais intégrer en fait uniquement des assembleurs, des gens qui sont capables de mettre autour d'un projet, de construire en fait des équipes, et avec une volonté forte d'être quasiment en permanence dans, je dirais, l'externalisation, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher à l'extérieur les compétences qu'on n'a pas. Et qu'on orchestre en fait, on fait travailler ces gens ensemble. Donc ce mode de fonctionnement très particulier qui est très flexible parce qu'en fait on fait appel aux compétences quand on en a besoin et à des compétences relativement pointues ou en tout cas qu'on n'a pas en magasin. C'est clairement, je dirais, une démarche très collaborative
Je n'aime pas le terme Open Innovation parce qu'il a été galvaudé, utilisé. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose. La réalité, c'est que nous, on voit ça plus l'opportunité d'enrichir, je dirais, le mode de réflexion du groupe ou les pratiques du groupe que nous appliquons à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on se confronte à des gens qui ne sont ni de notre industrie, ni de notre culture. On va les chercher un peu partout dans le monde et on essaye de les faire travailler ensemble et on assemble des équipes qui sont à la fois pluridisciplinaires, multiculturelles, avec toutes les difficultés que ça représente. Mais donc nous, on est vraiment dans l'expérimentation, on est aussi un peu une expérimentation du groupe, parce qu'on est à l'extérieur, donc on n'est pas du tout dans la structure corporate, on est protégé parce qu'on rapporte en fait directement à Alexandre Ricard, et on a, je dirais, un peu notre vie propre, à tel point qu'effectivement, comme tu le disais, on a je dirais, une localisation qui nous est propre, qui correspond aussi à notre personnalité, et qu'on est un peu les enfants turbulents du groupe Pernod Ricard, groupe du CAC 40, qui effectivement est un groupe, je dirais, relativement structuré, et évidemment qui est, en tout cas de notoriété publique, très bien géré. Donc ce qui veut dire beaucoup, je dirais, de contraintes qui ne sont pas forcément adaptées à une équipe qui est censée, je dirais, inventer le futur. Donc c'est pour cette raison qu'on est à l'extérieur. Donc on est un peu atypique dans l'organisation du groupe. Et en même temps, finalement, on est peut-être en train d'incuber, en tout cas on l'espère, des choses qui demain iront polliniser le reste du groupe. Voilà, donc c'est évidemment très facile dans ce contexte, je dirais, d'attirer des jeunes générations, en fait, l'essentiel des équipes, c'est cette génération Y ou Z. Mais c'est facile, pourquoi ? Parce qu'on a, je dirais, on est dans l'aventure permanente. Et dans une forme d'auto-enchantement, et ce qui pour moi est facile parce que je n'ai pas besoin de les enchanter, ils sont enchantés tous les jours par nature, mais parce qu'ils ont aussi une activité qui est très particulière, qui se rapproche beaucoup de l'entrepreneuriat, mais d'un entrepreneuriat qui a, je dirais, les caractéristiques d'être beaucoup moins risqué. Parce que adossé à un groupe comme Pernod Ricard, donc c'est pas tout à fait de l'entrepreneuriat. Le terme intrapreneur, je le trouve difficile en fait. C'est difficile d'être à la fois dans une grande entreprise et d'être entrepreneur. Donc on réfléchit beaucoup au statut de l'intra-entrepreneur et on n'a pas forcément aujourd'hui trouvé toutes les réponses. Mais donc pour aller au-delà de ces commentaires, je pense que nous, on a en fait une partie assez facile par rapport à une grande organisation, c'est qu'on n'a pas toutes ces contraintes. On n'est pas soumis à énormément de process et on laisse, je dirais, une énorme part dans l'activité de notre équipe à l'initiative individuelle. C'est-à-dire que les gens sont auto-motivés. Et ils portent, je dirais, un projet et une idée en fait dans une équipe dont la vocation est précisément de faire ça en fait. Donc c'est facile, c'est beaucoup moins facile quand on est à l'intérieur de l'organisation et qu'on gère un service d'une centaine de personnes. Où là, il faut être beaucoup plus créatif pour arriver à enchanter les gens tous les jours, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, dans le modèle un peu singulier que tu animes, c'est, moi, je retiens deux choses en particulier, c'est la porosité et le côté intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur par rapport au groupe. Il y a énormément de grands groupes qui se sont posés la question sur les questions d'innovation. Est-ce qu'on innove à l'intérieur pour mieux diffuser, ou est-ce qu'on sort la fonction d'innovation pour pas qu'elle soit trop contrainte par le reporting, etc. Donc ça, c'est ce que disait Marina tout à l'heure à propos de la start-upisation, qui est aussi un mot qui tourne un peu parfois un peu incantatoire comme ça, comment start-upiser les organisations. Mais ce qui est très intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que non seulement c'est sur un territoire de porosité, mais en même temps, il y a cette idée
il y a cette idée de la hiérarchie très, très plane, très écrasée, et du coup, ça responsabilise chaque personne, en fait. Et c'est un risque aussi. Hein. C'est-à-dire que le risque, c'est qu'il ne se passe rien. Dans toutes les startups, c'est ça. Le risque, c'est que à ne pas être assez contraignant, le risque, c'est que ça ne produise pas. Et en même temps, ce que j'aime bien dans ce que tu évoques, c'est que finalement, c'est peut-être ça le nombre d'or. En fait, trouver la bonne taille. Tout à l'heure, je parlais de design relationnel, mais c'est un peu ça, trouver le bon design d'assemblage entre des compétences qui sont à l'intérieur et à l'extérieur pour trouver le bon équilibre et pour que ce soit autoporteur et que ce ne soit pas seulement contraignant. Mais je pense que enfin, je ne suis pas un spécialiste des théories d'organisation, mais je pense qu'aujourd'hui, la structure traditionnelle de l'entreprise, elle a vécu. Et les entreprises, et notamment des sociétés, on va dire, de la nouvelle économie, qui s'orientent beaucoup plus sur une structure par projet, en fait, qui permet de fragmenter, à la fois de faire tomber en fait, les silos et les baronnies, et qui permet surtout de mêler en fait, des gens au sein de petites équipes qui ont un sens une fois qu'elles sont agrégées au niveau de l'entreprise, mais on n'est plus du tout, on est vraiment dans la gestion de cellules, de projets qui ne sont pas hiérarchiques les unes par rapport aux autres, mais qui ont une mission très claire, qui rassemble des gens qui souvent sont d'horizons différents, donc de services différents, de compétences différentes. Et ça, c'est un mode de gestion des ressources et d'animation qui est, à mon avis, aujourd'hui beaucoup plus actuel parce que beaucoup plus agile. Parce que la personne qui est tout en bas de la chaîne hiérarchique, pour peu qu'il y ait 6 ou 7 échelons, je veux dire, quand elle entend parler, je dirais, de l'enchanteur, elle reçoit la moitié du message, en fait. Et je pense que ça ne peut plus fonctionner. Et on est obligé aujourd'hui de réfléchir effectivement à des modes de collaboration et d'interaction qui sont différents. Et c'est ce qui crée aussi énormément de tensions et d'inquiétudes dans les entreprises, parce qu'il y a des générations qui, elles, poussent pour ça, mais il y a des générations qui résistent. Et donc, je dirais, si on combine ça avec la révolution digitale, c'est générateur d'énormément d'inquiétude et de stress. C'est vrai que vous avez, Alain et Marina, à la fois des marques fortes qui suscitent l'idée d'une expérience chez le collaborateur et chez le consommateur. En même temps, vous avez des fonctions différentes parce qu'il y a quelque chose de très disruptif dans ce que tu dois amener, alors que Marina, vous devez faire culture, au contraire, essayer de rassembler, de trouver une sorte de transversalité entre tous les différents métiers. Comment est-ce que vous voyez, de votre point de vue, arriver des transformations qu'on a un peu évoquées tout à l'heure, de génération, la question du digital, nouvelle culture, on peut dire nouveaux usages du corps, nouvel rapport à l'expérience, nouveau rapport au frisson aussi. Moi, j'ai beaucoup vu récemment pour un de mes clients l'idée de la transgression ou du frisson, l'idée de s'exposer à des expériences un peu extrêmes, etc. Comment vous voyez venir tous ces flux un peu extérieurs qui sont un peu des tendances, on va dire, comportementales, sociologiques? Comment vous les accueillez? Comment vous en faites une force? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je crois que le premier point, c'est déjà sur la fonction ressources humaines. On est en plein... alors ça dépend comment on le vit, des fois comme des drames, des fois comme des opportunités, mais il y a des gens qui disent que le DRH est en train de mourir. Je pense que c'est vrai, mais je pense que le DRH renaît. Et qu'effectivement, il y a tout ce sujet dans les entreprises. En tout cas, ce qu'on vit nous, finalement... on était passé notre fonction administrative qu'il fallait déléguer, donc on nous a demandé d'être des business partners, ce qu'on a été, des vrais business partners. Et puis d'un coup, là, on nous dit mais votre job à la base, c'était quoi? C'est les hommes et les femmes, l'enchantement.
Donc du coup, il y a tout un sujet chez les ressources humaines où on est vraiment passé de nos différents statuts. On était très fiers d'être arrivés au statut de business partner, et au moment où on y arrive, on nous dit c'est gentil, mais c'est pas forcément votre job aujourd'hui, parce que on fait du business, mais sauf que sans les talents de l'entreprise de demain, sans pouvoir les comprendre, sans pouvoir les fidéliser, les attirer, puisque dans certains métiers, on se retrouve dans une vraie guerre des talents, vraiment, sans les considérer, on pourra toujours être business partner, ça ne servira pas à grand-chose. Et que notre talent va justement mettre tout ça en mouvement et de travailler sur nos lignes managériales aussi, puisqu'il y a toute une partie de notre job qu'il va falloir qu'on délègue. Et j'aime bien, alors effectivement, est-ce que ça serait un rêve un peu utopique de se dire que demain, c'est plus des managers, c'est des enchanteurs. On a une part de vérité au Club Méditerranée, parce que quand vous voyez nos chefs de village, quand on dit pourquoi il y a une espèce de chose de magique qui se passe, c'est parce qu'on a des véritables enchanteurs dans nos équipes. Il y a un charisme incroyable, cette façon de lever les foules, une empathie très forte. Qui aurait pu croire que, il y a quelques années, que ce qu'on cherche aujourd'hui chez un leader, un manager, la première qualité, c'est l'empathie. Alors qu'il y a quelques années, on pouvait peut-être considérer ça comme une faiblesse. Donc les choses sont en train vraiment de changer. Donc ce qui se passe dans les équipes, en tout cas chez nous, on est en train vraiment de se dire, il faut tout, et c'est vraiment, ça arrive maintenant, puisqu'on est en train de se dire, il faut tout remettre à place sur la table, pour se dire, on ne peut plus mettre des petites pastilles, parce qu'on n'est pas sûr d'aller dans la bonne direction. Donc non seulement on remet tout sur la table, et on a juste essayé de changer notre prisme, et de dire, on arrête de se regarder ce qui va nous faciliter la vie à nous, aux ressources humaines, mais on s'est remis dans les chaussures de notre collaborateur, la fameuse user experience. On n'invente pas grand-chose, on fait exactement ce que font nos collègues de la porte à côté au niveau du marketing et des commerciaux, et on travaille beaucoup avec eux, puisque du coup, la considération chez nous, l'excellence de la considération du client doit être totalement en symétrie avec ce qu'on va faire pour nos collaborateurs. Et pour ça, c'est aussi du coup réinventer la façon de les écouter, réinventer la façon de partager. Et quand je dis réinventer, ce que vous aviez dit tout à l'heure sur les marques, en disant qu'on pouvait considérer que les marques savaient, et du coup communiquaient, et nous, on part du principe qu'on ne sait plus. Et qu'il va falloir réapprendre et ne plus avoir de certitude, de se dire, finalement, est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Parce qu'on peut dire beaucoup de choses, et ce paradoxe, ces nouvelles générations aussi, on entend tout et son contraire. Nous, il faut qu'on aille chercher dans nos équipes, finalement, c'est quoi les attentes, comment on peut y répondre. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi... Et puis, on ne va pas y répondre de manière collective à tout. Il y a cette notion de l'hyper-personnalisation. Moi, je ne suis pas lui, et mes attentes vont être différentes. Donc, comment on va répondre à ça ? Donc, on retravaille vraiment sur notre écoute, on retravaille sur notre organisation, comment on va être vraiment centré sur nos collaborateurs. On retourne la feuille, on va dire. Et du coup, on en profite même pour changer tous nos systèmes RH, ne serait-ce que sur le digital. On va digitaliser pour mieux humaniser, en fait, c'est un peu l'objectif, de pouvoir vraiment s'échapper de nos contraintes administratives, de nos contraintes qui prennent beaucoup de temps aux ressources humaines, pour pouvoir justement nous concentrer sur ce qu'on estime notre job, notre valeur ajoutée, dans cette mise en mouvement, cette mise en relation, ce créateur de liens, parce qu'on pense que c'est ça qui va faire la différence. Donc voilà, tout mettre sur la table pour tout reconstruire. Bon, c'est joyeux. Des gros chantiers, oui. Grand chantier. Alors, le temps avance. On va aborder maintenant un moment un peu plus d'échange. J'ai proposé à qui veut bien dans la salle de poser des questions à nos amis. Est-ce que... Oui, monsieur, peut-être ? En fait, il y a une chose dont on n'a pas vraiment parlé. Est-ce qu'on peut faire tout ça en gardant la logique traditionnelle du management, de la gouvernance? C'est-à-dire, effectivement, il est utile d'avoir des gens qui ont du charisme, on peut raconter des histoires, etc. Mais vous l'avez évoqué à un moment donné, monsieur, vous l'avez évoqué aussi sous un autre angle, par la contrainte. Vous avez dit, aujourd'hui, on est dans la logique business en termes de management, des objectifs, etc. Ma question est très simple. Est-ce qu'on peut, à votre avis, garder
la logique traditionnelle de gouvernance, de fixation d'objectifs business essentiellement financiers, pour ne pas dire uniquement, et puis amuser la galerie par des mots sympas, et puis aligner tout le monde sur les mêmes priorités, ne pas donner la subsidiarité au niveau local, autrement qu'en faisant éventuellement la fête, etc. Donc, la personne, en tant que manager, en tant que charisme, en tant qu'enchanteur, etc., c'est important, mais ne peut-on pas faire des choses, ne faut-il pas faire des choses au niveau global de la gouvernance? Et au centre de cela, il y a la fixation des objectifs pour permettre au charisme et à la subsidiarité de marcher. C'est une très bonne question et c'est une des questions au cœur de nos préoccupations. Je ne suis pas sûre d'avoir une réponse. Là où je peux vous... une grosse préoccupation, c'est effectivement, je pense que le manager, tel que d'ailleurs on a du mal à le redéfinir, ou tel qu'on l'a connu, il n'existera plus. On vit une transition qui est assez dramatique pour certaines générations. Et ce qu'on vit dans l'entreprise, on vit un paradoxe en ce moment où le manager, tel qu'on l'a connu, a perdu tous ses attributs. Le chef a perdu tous ses attributs dans l'entreprise. Il n'a plus de bureau. Les entreprises changent leur mobilier, on est sur des open space, il n'a plus d'assistante depuis bien longtemps, puisqu'on a des services qui nous réservent les transports, etc. On n'est plus maître de l'info, de l'information. Nous, chez nous, on a un réseau social et les nominations sont apprises par les collaborateurs avant les managers, enfin, ou en même temps. Donc tous les attributs qui faisaient le chef sont en train de sauter, sont en cours. Alors les entreprises sont allées très loin, on parle d'entreprises libérées, d'autres, et même les plus on va dire, classiques et traditionnels sont en train de faire sauter les verrous. Et d'ailleurs, un des verrous qui est en train de sauter, qui était peut-être un des plus symboliques, c'est les fameux MBO, les objectifs d'évaluation, puisque de nombreuses entreprises font sauter ces objectifs dans ces modes un peu, on fixe en janvier les objectifs de l'année, puis on s'évalue en fin d'année. Et ce qu'on est nous-mêmes en train de travailler. Donc oui, ça va sauter. Ça va sauter, je pense, pour une bonne raison. C'est qu'effectivement, on vit dans des réalités très différentes. Le monde va trop vite. Et on peut travailler à un niveau global, sauf que quand on va travailler sur un monde global, moi, en Chine, ils sont déjà demain, après-demain. Donc ça sert à rien. On va travailler sur un service marketing digital. À quoi ça rime de leur fixer un objectif à 1 an, alors que ce qu'ils ont commencé à faire en janvier, il y a quelque chose d'autre qui va arriver au mois de mars qui va faire qu'on ne parle plus de la même chose. Donc on doit vivre avec le monde dans lequel on vit. Par contre, ça pose une autre question qui est pour nous, dont je n'ai pas forcément la réponse, c'est comment on réinvente justement cette gouvernance. Comment quand même, dans ce mode très, on va dire, où on va faire éclater les pyramides hiérarchiques, on va faire éclater des priorités claires annoncées à 1 an, on garde quand même ce mode de direction un petit peu, on va quand même dans un objectif ensemble. Donc ce mode de gouvernance, avec des choses qui seront beaucoup moins hiérarchiques, beaucoup moins comment on va travailler là-dessus et réinventer. Et c'est là où on se pose effectivement des questions, on teste, on fait du test and learn, c'est très à la mode dans les entreprises, on va tester de comment on va faire remonter l'information, comment on va mettre des personnes en veille, des champions dans des business units pour faire le lien du collaboratif, comment on va faire remonter les informations, parce que justement c'est cette partie-là que l'on doit mesurer. Mais clairement, le manager tel qu'on l'a connu n'existe déjà plus en fait. Oui, en fait, ma remarque s'adressait moins au manager qu'au gestionnaire. C'était, bon, je dirais, pour juste l'image de dire qu'effectivement, il est difficile d'enchanter sur des sujets comme la comptabilité. Bon, malgré tout, c'est quelque chose dont on a besoin. Et je pense que, moi, Pernod Ricard est un groupe coté, donc on a des contraintes évidemment de calendrier, budgétaire ou de résultats qu'il est difficile, je dirais, de faire sauter. Malgré tout, je pense que, ce qu'on voit, c'est que, personnellement, je ne pense pas que les objectifs vont disparaître. Je pense que l'ultra-individualisation des objectifs quantitatifs, je pense qu'elle a un peu vécu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus sur des objectifs quantitatifs communs, en fait, qui sont ensuite déclinés, et que c'est sur les objectifs qualitatifs qu'on essaye justement de créer un peu de sens, en fait, pour les individus. Donc,
moi, je ne vois pas en fait comment on pourrait ne plus en avoir personnellement. Par contre, ce qui est vrai, c'est on assiste à une désacralisation non pas je dirais de la posture du directeur ou du manager. C'est plus on fait exploser un peu les circuits hiérarchiques traditionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait fréquent qu'il y ait des court-circuits, en fait. C'est-à-dire que le président de l'entreprise s'adresse à un N-2 sans en parler à son chef. Et ça, c'est beaucoup plus disruptif, en fait. Mais ça, par contre, c'est une réalité, ça arrive et ça va arriver. Le fonctionnement en réseau des entreprises, le fonctionnement en projet va faire, en fait, que le niveau hiérarchique sera plus, je dirais, un espèce de sauf-conduit pour avoir accès à, en fait. Maintenant, les gens ont une facilité d'accès beaucoup plus grande, en fait. L'ensemble des collaborateurs ont un accès direct à Alexandre, par exemple, parce qu'ils peuvent lui écrire directement, soit par le réseau social de l'entreprise, soit par mail, et il répondra. Et ils peuvent lui suggérer des choses sans en parler à leur chef. Et ça, c'est beaucoup plus, je pense, c'est beaucoup plus en rupture que la disparition d'une forme de hiérarchie, parce que elle existe de facto, en fait. Et après, ça n'est plus, elle ne s'exprime plus de la même façon. C'est-à-dire qu'on est plus dans convaincre que d'imposer, en fait. Donc c'est un exercice différent. Donc pour moi, on n'est pas en train de... Je ne pense pas qu'on va assister à une explosion complète du fonctionnement. Mais on voit une évolution très nette, et la plus nette pour moi, c'est effectivement le passage d'une entreprise pyramidale, classique, à une entreprise en réseau, en fait, où les choses fonctionnent de façon beaucoup plus organique, elles sont beaucoup moins figées, et c'est ça qui va nécessiter beaucoup d'ajustements, en fait. Bonjour, je trouve ce que vous dites très intéressant sur la fin de la hiérarchie, la fin du manager, le sens, le fait aussi que la communication peut passer directement des réseaux sociaux aux collaborateurs. Mais du coup, dans cette organisation, qu'est-ce qu'on fait de nos partenaires sociaux ? Puisque ça reste une obligation légale. Et donc, du coup, si on casse toute la primauté de l'information, les lignes managériales, etc., mais qu'est-ce qu'on fait par rapport avec ces gens-là ? Vous n'avez pas du tout évoqué leur place dans l'organisation d'aujourd'hui et de demain. Juste pour... comme je ne suis pas très français, en fait, qu'est-ce que vous appelez les partenaires sociaux ? Les instances représentatives du personnel, les syndicats, le CE, les DP, le CHSCT, voilà, toutes ces structures qui, pour le coup, sont ultra hiérarchisées et obligatoires aux yeux de la loi française en fonction des seuils sociaux. Je pense que madame comprend très bien de quoi je veux parler. Oui, et sans être une experte sur la réponse, mais je pense que vous levez une bonne question, et il faudra travailler avec eux sur ces sujets-là, parce qu'il va y avoir à un moment donné une opposition. C'est-à-dire que là où, du coup, dans la même façon qu'on peut court-circuiter effectivement la partie hiérarchique, on est en train de court-circuiter aussi la fonction vitale pour une entreprise des représentants du personnel, mais qui du coup ne sont plus non plus ce statut de nous sommes les porte-parole, c'est nous qui avons l'information, qui on vous la transmettre, puisqu'effectivement l'information aujourd'hui est beaucoup plus libre dans l'entreprise, et nos collaborateurs, sans être affiliés à aucun syndicat professionnel, peuvent aussi se défendre, mettre des sujets sur la table. Donc j'ai pas forcément la réponse, mais oui, je pense qu'effectivement, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, on le voit pointer quand même depuis 10 ans, 15 ans, et je suis assez surprise que j'ai moi-même quitté la France pendant 5 ans, je viens de revenir, et je suis assez surprise que je n'ai pas forcément vu les choses évoluer de ce point de vue-là. Donc comment à la fin de l'histoire, je ne sais pas l'écrire, est-ce qu'on va vers une explosion à un moment donné où ça ne pourra plus fonctionner, ou est-ce que ça va se faire petit à petit avec des évolutions, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus correctement sur ces sujets-là. Empiriquement, il y a quand même... c'est la question du millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a les structures ne disparaissent jamais complètement, de même qu'il y a plusieurs manières plusieurs canaux qui émergent. Toutes les instances paritaires vont perdurer tout en étant dans un écosystème dans lequel il y aura d'autres voies. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait disparition, particulièrement en France, mais je pense qu'il y a superposition.
Alors, moi qui suis de culture germanique, parce que j'ai longtemps vécu et j'ai été élevé en fait en Allemagne, j'ai travaillé aussi en Allemagne, j'ai une vision du partenaire social qui est clairement pas la vision franco-française. Et je ne vois pas en quoi, en France, on peut parler de partenariat. Donc, moi, j'ai le plus grand respect pour les représentants du personnel, hein, qui représentent effectivement les salariés. Mais il n'y a absolument pas de partenariat ou de pacte, en fait, hein, puisque la fonction, je dirais, le concept de partenaires sociaux en France est en fait est plus un concept d'adversaire. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, toutes les structures de l'entreprise, y compris ces structures-là, elles vont être confrontées à ces changements. Je ne vois pas très bien comment on pourrait conserver, je dirais, le fonctionnement actuel, en fait, en France. J'ai eu dans ma carrière professionnelle à faire à travailler sur quelques petites restructurations. J'étais frappé de voir à quel point ce sujet est devenu un sujet d'une complexité absolument insensée. Je me souviens très bien des partenaires sociaux en Allemagne avec qui, en fait, on pouvait avoir des discussions et des échanges très adultes, hein, sur tous ces sujets, sans se retrouver dans des situations où on était dans l'affectif et la passion la plus totale. Donc aujourd'hui, je pense que l'entreprise va évoluer, que tout ce qui entoure l'entreprise va avoir à évoluer aussi. Je pense qu'on n'y échappera pas, en fait. On n'y échappera pas. Donc j'espère que ça se fera avec une forme de collaboration et d'échange, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est très difficile, en fait. Mais l'entreprise évoluera en dehors de ces contraintes. Elle n'aura pas le choix non plus. Je pense que les choses vont s'imposer, en fait, hein, au même titre que Uber impose un nouveau mode, je dirais, de transport urbain, et ça déplaît, c'est certain. Ce n'est pas nécessairement l'entreprise la plus éthique au monde, je reconnais volontiers, mais en fait, tous ces gens qui font bouger, en fait, les lignes obligent les structures et tout ce qui est considéré comme un acquis à bouger également. Et on n'y échappe pas, en fait. Je crois qu'on n'y échappera pas. Donc, moi, j'espère que l'entreprise dans son ensemble, y compris, les représentants du personnel, vont comprendre l'intérêt de ces évolutions qui sont vitales, en fait, pour les entreprises. Moi, je pense que c'est la seule position, en fait, à avoir. Peut-être que ça va générer de l'incompréhension et des tensions, sûrement, mais... Oui, d'abord, merci pour toutes ces perspectives et ces réflexions. Et on voit bien qu'on est en train de passer, ça se passe dans le temps, mais d'un modèle où c'était la hiérarchie, c'était le top-down qui s'imposait. Et moi qui ai vécu tout ça dans ma génération, je m'aperçois qu'enfin, on redécouvre l'intelligence collective. Et c'est ça dont on avait besoin. Alors, il y a eu des modèles qui ont essayé de le développer. Par exemple, les coopératives, c'est toujours resté un peu marginal. On parlait d'organigramme. J'ai vécu dans un groupe bancaire italien. Mais les Italiens, de leur caractère latin, avaient beaucoup plus de souplesse. À côté d'un organigramme, il y avait toute la face cachée. Et on s'adaptait très bien. Alors, un peu comme la Révolution française, ça ne s'est pas passé en juillet 89. De la même façon, ça fait longtemps qu'il y a des modèles qui changent. Il y avait récemment le témoignage du directeur de la MAF, qui expliquait que quand il a pris son pouvoir en 95, il a appliqué les modèles classiques, c'est-à-dire le besoin de contrôle. Et s'est rendu compte qu'il avait bien de meilleurs experts en matière de contrôle. Et que si c'était ça sa tâche, sa valeur ajoutée était la plus faible, la plus nulle. Donc il a compris et il a appliqué la confiance. Alors moi, ce qui m'intéresse,
c'est que tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a aucune voix qui s'oppose. En revanche, quels sont les modèles qui appliquent? Et l'exemple de Pernod Ricard est intéressant parce que vous créez une structure qui recherche le modèle de demain, si j'ai bien compris. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment, avec Alexandre Ricard, vous coordonnez votre recherche pour une application pragmatique dans le temps, ou comment Alexandre Ricard s'inspire de vos réflexions pour essayer de mettre des modèles de projet. De la même façon, dans le groupe BNP Paribas, vous avez une filiale, Arval, qui a mis une espèce de shadow cabinet. C'est-à-dire que le directeur général a dit, nous, on est tous des gens de 50 ans, 55 ans. Alors, ce n'est pas la génération des Grecs. Donc, on va demander à une dizaine de jeunes, des trentenaires. On ne sait pas comment ils ont été choisis, des garçons bien, loyaux, avec certainement des bonnes qualités. Et le premier COMEX où ce jeune cabinet a été invité, ils ont refait comme par le passé. Ils n'ont pas osé critiquer. Ils ont repris à la méthode ancienne. Et le directeur général a dit, écoutez, si on vous a nommé pour faire ça, c'est pas la peine, leur circuler, il n'y a rien à voir. Ils ont compris la leçon. Ils sont revenus avec une vraie réflexion, à tel point qu'ils ont mis en cause toute une des directions de cette filiale Arval de BNP Paribas, dont au COMEX, c'était le directeur. En gros, c'était vous supprimez cette direction. Donc moi, ce qui m'intéresse, et ce qu'il faudrait déboucher dans cette réflexion qui est très intéressante, mais qu'on partage tous, que personne ne peut contester, c'est trouver des modèles en France, aux États-Unis, en Allemagne, qui marchent, qui nous montrent des modèles à suivre. Plus facile peut-être dans les petites entreprises. On l'a vu avec Michel et Augustin, qui ont raconté une histoire, mais qui très vite ont été absorbés par Danone. Hein. Mais c'est ça qui serait intéressant. Mais merci encore pour cette réflexion. Je vais peut-être rapidement répondre. En fait, moi, ça n'engage que moi, ce que je vais vous dire. Après, je répondrai sur la question concernant Alexandre. Mais moi, je ne crois pas du tout aux révolutions, en fait. Je suis intimement persuadé, et j'en ai fait l'expérience, les sociétés qui fonctionnent le mieux sur la durée sont des sociétés qui s'adaptent et qui évoluent. Quand on est dans une révolution et qu'une entreprise parle de révolution, c'est qu'il est déjà trop tard, en fait. Et que généralement, on est obligé de faire une révolution parce qu'on n'a pas su s'adapter et pas su évoluer progressivement. Alors, ensuite, en fait, dans votre question, j'entends quelque part deux choses. C'est la question habituelle, c'est vous êtes à l'extérieur, comment on va réintégrer à l'intérieur ou gérer, tout ce qui peut naître à l'extérieur et qui n'est pas forcément facile à réintégrer. Et la deuxième chose, c'est en quoi une structure comme la nôtre, qui en fait a une chance inouïe, c'est d'avoir du temps, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous la pression du résultat, on n'a pas de reporting à faire, on a du temps pour réfléchir à plein de sujets, en fait. Alors, on ne réfléchit pas tous azimuts, on a essayé d'avoir une approche un peu structurée, mais c'est vrai qu'on a ce temps de réflexion qui a une valeur énorme, en fait, et on a la chance de l'avoir. Donc, je pense que pour Pernod Ricard, pour Alexandre, quand on échange ensemble, pour lui, c'est aussi une forme de récréation, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, on va lui parler de sujets qui ne sont pas ses sujets quotidiens et sur lesquels, souvent, il n'a pas de temps à consacrer ou ses collaborateurs directs n'en ont pas. Donc, on va un peu ouvrir les fenêtres sur des choses qui sont plus ou moins proches, en fait, du business, mais qui vont peut-être lui donner une inspiration, faire naître une réflexion, une idée. Bon, ça, c'est on va dire, un avantage secondaire de notre mission. Après, nous, on a effectivement, on est un peu là pour protéger Pernod Ricard de la disruption, c'est-à-dire on essaye de la créer nous-mêmes pour qu'on n'ait pas à l'affronter demain, que ce soit quelqu'un qu'on n'a pas vu venir, qui viennent en fait sur notre cœur de métier. Et c'est vrai que la difficulté, en fait, c'est que tout ce qu'on fait nous, et c'est écrit dans les 2-3 lignes qui en fait ont présidé à la création de la structure, c'est en fait tout ce qu'on fait nous, c'est tout ce que le reste du groupe ne fait pas.
Donc en fait, on a interdiction de faire ce que les autres font et on a obligation de faire ce que personne d'autre ne fait. Et par définition, quand on fait des choses qui sont assez différentes, elles sont aussi plus difficiles à réintégrer. Donc en fait, notre modèle, il est bâti sur, sur une expérimentation, c'est-à-dire que non seulement on invente les choses, mais en fait on les concrétise, donc on les prototype et ensuite on les concrétise dans le sens où on crée des entreprises qui vont porter ces modèles, en fait, mais qui ne sont pas réintégrées dans le groupe aujourd'hui. Et celles qui pourraient l'être, pour en avoir fait l'expérience, elles sont rejetées par l'organisation. C'est-à-dire, comme elles n'ont pas été inventées par l'organisation, elles sont rejetées. Et en fait, le seul moment où l'organisation s'y intéresse, c'est quand elle voit, en fait, que ces innovations, éventuellement, qu'elles ont rejetées, sont réellement, changent quelque chose et ont un certain succès. Là, d'un seul coup, elles ont à nouveau un intérêt pour l'organisation. Donc je pense que nous, on a un modèle qui est un peu le modèle de la couveuse, c'est-à-dire qu'on incube des choses parce qu'elles sont pas, je dirais, l'organisation n'est pas mature pour les intégrer tout de suite et elles sont trop petites et trop fragiles. Et notre rôle, c'est effectivement de les faire naître, mais aussi de les faire vivre jusqu'à un âge à peu près adulte, où éventuellement elles vont rejoindre à nouveau le giron de Pernod Ricard. Mais ça, c'est de la théorie, puisqu'on a commencé il y a 5 ans, on est en plein dedans, et en fait, on ne sait pas aujourd'hui donner un exemple concret de ce qui s'est passé, de ce qu'on pense qui va se passer, en fait. Donc voilà, c'est vraiment une expérimentation qui, à l'échelle du groupe, est pas très, je dirais, qui ne représente pas des ressources énormes, en fait, mais c'est juste un prototypage, en fait, de quelque chose qui pourrait conduire à autre chose demain, en fait. Voilà. Peut-être juste pour compléter, j'aime bien ce que tu dis sur la question de la révolution, c'est-à-dire que là, je te suivrai totalement. Moi, il se trouve que je travaille beaucoup avec les banques mutualistes, par exemple. Le système coopératif et le système mutualiste que ces groupes eux-mêmes ont, ils ont un peu caché leur origine, si je puis dire. Parce que finalement, le système à l'anglo-saxonne, jusqu'en 2008-2010, on considérait que c'était le seul qui était explicitement celui qui allait fonctionner. Et on s'est rendu compte quand même que ce qu'a révélé la crise, c'est que ce modèle un peu inversé, ce modèle coopératif et mutualiste, il a très très bien résisté à la crise financière. Et que du coup, il a une résilience que n'avait pas d'autres systèmes. C'est Lehman qui est tombé, c'est pas le Crédit Agricole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le fond, dans les rudiments du mutualisme et du système coopératif, vous avez des éléments qu'on attribue aux générations, au digital, etc., mais qui est tout simplement une forme de confiance. On revient sur la question du lien, en fait. Il reste quelques minutes, peut-être une ou deux dernières questions. Bonjour à toutes et tous. J'aurais, en tant qu'ancien géo, eu 2 questions pour Madame Bianconi. Alors, je voulais savoir, d'un point de vue de la structuration de la marque employeur du développement RH, quels éléments vous avez pu retenir de votre expérience en Asie dans la conduite de vos projets actuels ? Peut-être la philosophie asiatique, les méthodes de management. Et enfin, je vais prendre un ancien slogan du Club Med qui était « Tous les bonheurs du monde ». Je voulais savoir quelle place le bonheur a actuellement dans, toujours pareil, la structuration des politiques RH au sein du groupe, des projets que vous menez. Et surtout, si vous avez caractérisé le bonheur en interne et si vous le mesurez à travers des enquêtes satisfaction, on va dire, employeur-employé. Voilà. Merci. Très bien. L'avantage, c'est qu'il y a toujours un ou plusieurs anciens géos dans la salle. C'est toujours un plaisir. C'est beaucoup de questions en même temps. Je vais essayer de le... Voilà, vous ne voyez pas si on fait des allers-retours, pas tout noter. Donc, effectivement, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, ce département au niveau du Club Med sur la marque employeur ne s'est créé que depuis 6 mois avec mon retour. Donc, on est vraiment au tout début. Donc, je gère à la fois la partie, on a créé la marque employeur, j'ai récupéré la formation, le développement. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, faire grandir nos talents, c'est un de nos piliers de notre promesse employeur. Donc, ça faisait sens qu'on les mette ensemble. Et du coup, par rapport à ça, je récupère aussi la communication interne de l'entreprise. Donc, c'est assez neuf aussi. Donc, on est vraiment en travail, en réflexion. Avec même d'ailleurs, en me demandant si je ne vais pas rebaptiser le département de marque employeur à expérience collaborateur. Parce qu'effectivement, ce n'est pas du marketing que je veux faire, mais plutôt comment on va retravailler avec nos collaborateurs sur répondre à leurs attentes.
Du coup, effectivement, je rentre après 5 ans en Asie où j'étais sur une fonction très opérationnelle. J'étais DRH sur la zone Asie du Sud-Est Pacifique. Je n'avais pas la Chine en charge, mais très proche de la Chine. Mais je rentre avec plusieurs visions différentes. Ça serait très prétentieux de dire que j'ai tout compris de l'Asie, loin de là. Il me faudrait 2 vies au moins. Mais en tout cas, je rentre avec effectivement une vision beaucoup moins franco-française, je pense. Et ça va être un peu en tout cas, si je veux marquer d'une empreinte mon retour sur le siège et cette fonction, c'est justement de pouvoir la faire de manière un peu plus internationale et un peu moins franco-française. Le club est aussi une histoire qui est en train de changer. Pour ceux qui suivent l'actualité, ça fait 2 ans maintenant, le Club Med, de manière historique, est sorti de la cotation en bourse française et on appartient à 97% à une holding chinoise, Fosun. Donc c'était une grosse transformation. Beaucoup d'inquiétudes de la part de nos clients, de la part de notre environnement. Est-ce qu'on allait devenir chinois et on allait perdre notre âme? C'est pas le cas à date. Et en tout cas, ce sont plutôt des partenaires qui nous font confiance dans l'avenir. Mais c'est surtout aussi une autre vision. Ça nous apporte ce souffle qu'on retrouve en Asie. C'est un petit peu ce que je vous ai raconté en introduction sur la jeunesse du Club Med. Le pourquoi, le why, le fameux why que les entreprises sont en train aussi de rechercher. Pourquoi le Club Med a été créé? Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé en Asie, notamment en Chine, où les questions sociétales sont les mêmes qu'il y a 50 ans, en fait, chez nous. Dans notre domaine à nous, qui est le loisir, où pour la première fois, les salariés asiatiques, japonais, coréens, chinois se posent la question de on va prendre des vacances. Donc c'est des choses très nouvelles. On va dans la société de l'enfant unique en Chine, on va s'occuper de notre enfant et on va l'emmener en vacances. Et puis du coup, comme il est enfant unique, on aimerait bien qu'il rencontre d'autres enfants. Donc on aimerait bien que des gens s'occupent de lui. Et donc là, quelque chose de magique est en train de se passer pour nous, c'est qu'effectivement, en s'implantant très tôt en Asie, et notamment en Chine, on attaque le marché sur ces particularités-là. Donc sur la partie produit, où on se retrouve avec un enchantement finalement de cette population sur les sujets qui sont très semblables à ce qu'on a connu en France il y a 50 ans. Donc ça nous change beaucoup de perspectives, et notamment sur le fait qu'on peut se permettre de retrouver des choses simples, puisque plus on avance en maturité, plus c'est difficile d'enchanter. De la même façon, il est plus difficile d'enchanter un ado qu'un enfant de 3 ans. Et c'est un petit peu ce qu'on vit aussi, c'est que la complicité n'est pas la même. Et la chance qu'on a eue sur l'Asie, c'est que les vieilles recettes, on va dire, les choses très simples, juste de faire rire, juste de prendre le temps d'être ensemble. Les Chinois ont découvert ce que c'était l'apéro. Alors ça aussi, on a un partenaire, nous sommes clients aussi. Mais c'était des choses qui ne sont pas de leur culture. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. La convivialité autour d'un... On leur apprend à faire l'apéro. C'est pas du tout culturel. Donc c'est ça qui est très marrant, c'est que l'Asie m'a reconnecté avec les plaisirs simples. M'a reconnecté avec, finalement, si je fais la boucle avec ce qu'on fait aujourd'hui, l'enchantement, c'est pas quelque chose de si compliqué et de si loin. On se l'est peut-être compliqué un petit peu. Et quand on parle de cette notion de bonheur, donc je reboucle avec votre deuxième point, le bonheur se fait dans les choses simples. Et c'est aussi ce qu'on est en train de faire sur la marque commerciale. Pour la première fois, notre nouveau slogan commercial ne contient pas le mot bonheur. C'est vous étonner, amazing you, en anglais. Ça ne veut pas dire qu'on rompt avec notre sujet sur le bonheur. C'est que le bonheur, aujourd'hui, est une question centrale, je pense, de notre société, très vaste, une promesse finalement très, très grande. Et qu'aujourd'hui, finalement, au-delà, et ce que je disais en introduction, l'enchantement pour nous est important, puisque c'est ce qu'on va promettre. Au-delà d'une prestation hôtelière, vous avez un bon lit, vous avez une bonne... un bon apéro et de la bonne nourriture, on va vous étonner. Donc on change, on switch un petit peu notre point en disant qu'effectivement l'étonnement, vous faire plaisir, va faire la différence. Et du coup, je refais la même chose avec nos salariés. C'est aussi très prétentieux de prétendre au bonheur complet, de l'épanouissement total, mais en tout cas, de manière très humble, de se dire, voilà, on peut participer à votre développement. Notre tagline RH est le bonheur de se révéler. Et on fait des enquêtes, donc pour répondre à la partie de votre question,
sur cette promesse-là, pour nous, elle est très importante, de se révéler professionnellement ou personnellement, et on la mesure de deux façons. Depuis maintenant 4 ans, on a un baromètre interne, pour les gens qui sont aujourd'hui au Club Med, de 50 questions assez complètes. On a des taux de retour qui est extraordinaire. Il faut savoir qu'au Club Med, on a 70% de nos salariés qui n'ont pas d'ordinateur. Hein. On a des gens qui travaillent en cuisine, à l'hébergement, dans le monde entier, qui n'ont pas d'accès. Et pourtant, ils sont à 70% à nous répondre en feedback. Donc, on a des taux très, très hauts. Et ils sont plus de 85% à nous dire qu'ils sont très satisfaits de notre expérience. Pour autant, il y a beaucoup de points qui sont encore à travailler, on va être très clair, et où justement, ça nous permet de faire ce prisme et de reprendre et de travailler ces points-là. Et puis, on fait une deuxième étude qui est avec ceux qui nous ont quittés. Parce que c'est aussi, du coup, pour nous, quand on parle d'expérience, finalement, une promesse où on n'était pas, et on a été un peu pionnier là-dessus, parce qu'on est parti chercher nos anciens collaborateurs pour dire, mais qu'est-ce que vous êtes venus ? Et est-ce que finalement, ce qu'on est en train de dire, le bonheur de se révéler, c'est vrai ? On a voulu le vérifier. De dire, qu'est-ce que vous êtes venus ? Et est-ce que l'expérience Club Med vous a apporté quelque chose ? Et là aussi, les retours étaient très positifs, puisqu'à plus de 90%, la réponse était oui. Professionnellement, personnellement, que toutes les personnes qui nous avaient quittés avaient trouvé, étaient tous en poste et avaient trouvé des postes, voilà, une aventure qu'on n'oubliait pas. Plus ou moins bonne, et ça arrive aussi, des mauvaises expériences, on l'assume aussi, mais en tout cas, qui se vérifiait. Et pour nous, c'était très important de faire la boule, d'aller vérifier que ce qu'on disait avait vraiment son écho, puisque finalement, au-delà des expériences, l'employabilité, c'est vrai qu'on n'a pas prononcé le mot, mais c'est finalement ça qui se cache derrière. Est-ce que je vais... Il y a... Dans cette nouvelle génération, il y a l'expérience, mais l'expérience que j'ai dit tout à l'heure réussie, pas à tout prix. Je ne vais pas gâcher mon temps. Parce que peut-être, il y a encore 15 ans, on pouvait avoir des gens qui disaient « Je déconnecte, je vais faire 6 mois au club ». Et puis, on verra après. Là, c'est « Ok, je déconnecte, je vais faire 6 mois au club, mais il faut que ça m'apporte quelque chose dans mon employabilité. » Donc, voilà. Merci, Marina. Il est 10h28. On va être... voilà, désolé pour cette question. Vous savez, il faut toujours partir avec du désir, comme ça, d'une question qu'on n'a pas pu poser, mais qui fera l'objet probablement des autres rencontres ici même. Merci infiniment, Marina. Merci beaucoup, Alain. Merci de vos témoignages. Merci à tous. Et il nous appartient maintenant de diffuser cet enchantement dans cette très belle journée. Merci, à très bientôt.